Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels où on décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Cette semaine, gros programme, on vous l'avait dit la semaine dernière, on va parler cloud gaming. Pour traiter ce gros sujet, on a non pas un, non pas deux, mais trois invités, à commencer par Pentaro. Comment ça va? Ben ça écoute, malade mais ça va, on représente. De même, t'inquiète, brofiste. Voilà, c'est l'émission de la ténacité. Alors tu es chroniqueur sur la JVTV et sur ES1, c'est ça? C'est ça. Quels sont tes domaines d'expertise? Écoute, dans mon vrai métier en fait je suis directeur informatique, donc le cloud j'en fais depuis pas loin de 8 ans maintenant. Donc je connais plutôt pas mal. Donc tu es un invité ad hoc. Ouais, c'est ça. On va dire, très bien. Pour nous accompagner aussi tout au long de cette émission, on a Guillaume Sonnet qu'on avait déjà reçu pour la spéciale 3. Salut. Comment ça va? Bah je suis malade aussi, figure-toi, mais écoute, on va faire avec. C'est l'émission du brofiste total. C'est ça. Très très bien, et on a Oscar. Comment ça va? Excellemment. Excellemment, bien dans le micro s'il te plaît. Moi je ne suis pas malade. Tu n'es pas malade, Exactement. très bien. Mais t'inquiète, tu le seras en partant d'ici. Mais tu es donc directeur éditorial de Black Nut. Exactement. C'est ça, alors présente-nous un petit peu Black Nut. Black Nut, c'est une des solutions de cloud gaming dont on va parler ce soir. C'est une société française qui fait donc un catalogue de jeux vidéo. No spoiler, on va parler des différents types de cloud gaming, je pense et j'espère. Évidemment. On t'avait déjà accueilli en plateau pour l'émission sur l'Indépocalypse, d'ailleurs. Tout à fait, ouais. Que vous pourrez retrouver sur le replay. Pour nous accompagner tout au long de cette émission, on a Grégoire. Comment ça va? Salut, ça va. Moi, je suis en pleine forme aussi. Très bien. Tu as même sorti le pull. Ouais. Alors qu'on crève de chaud, tu es un petit peu froid quand même. Tu es déter. Le fond de l'air est frais. Très Attention. Le fond de l'air est frais. Et Florent, qui fait les prolongations avec nous. C'est ça. J'étais dans le before juste avant et maintenant je suis là. Fantastique. Je suis bien, je suis en forme. Moi je sors de maladie donc ça va. C'est bon. Ah oui, là c'est bon, t'as les anticorps au max, c'est parfait. J'ai mon armure. Alors sur le chat, on salue The Maniac, on salue Titouan en 95. Titouan qui devait être en plateau avec nous aujourd'hui, mais qui lui en revanche a été emporté par la maladie. Donc on le salue. RIP. J'espère qu'il sera avec nous la semaine prochaine. Enfin, j'espère pour Before eSport, qu'il co-anime quand même. Oh, c'est bon, dommage. t'inquiète, on s'est passé de lui, on peut se passer de lui encore une semaine, c'est pas grave. Nom de Dieu, c'est au courant qui nous regarde. C'est pas très sympa. Salut Titouan. Bon, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux évidemment, au hashtag HPL OnVonLit, évidemment sur le chat aussi. Vous n'hésitez pas à partager vos questions et vos anecdotes. On n'hésitera pas à les transmettre si elles sont pertinentes évidemment. Pour l'heure, c'est parti pour les news. Et on commence avec toi, Florent. Discord qui ouvre sa boutique de jeux. Eh bah oui, Discord, vous savez, la célèbre plateforme de chat audio et écrit, a décidé de concurrencer Steam. Ils ont lancé leur propre plateforme de vente de jeux. Voilà, donc avec des jeux, avec une offre qui ressemble un peu à celle de Steam, avec aussi un abonnement pour ceux qui étaient abonnés pour soutenir Discord. Ils auront aussi des jeux gratuits tous les Discord mois. Nitro, ouais. Discord Nitro, voilà. Ils auront des jeux gratuits. Pour l'instant, pas des jeux fou qui sont annoncés sur la boutique, mais je pense que ça va s'étoffer au fur et à mesure du temps. En tout cas, c'est une bonne chose pour Discord qui essaie de s'étoffer et d'aller concurrencer un peu Steam sur ses plates-bandes. Donc c'est pas Discord qui a quand même plus de 400 millions d'utilisateurs de comptes créés, attention. De comptes créés, c'est très très important. Plus de 400 millions de comptes créés, voilà. Donc ça fait quand même une grosse base d'utilisateurs potentiel pour leur boutique de vente de jeux. Alors, comment tu vois l'arrivée de Discord sur ce terrain, Oscar? En fait, c'est un terrain où on a beaucoup l'impression qu'il y a Steam et personne d'autre, mais en fait, il y a déjà Good Old Games, Greenman Gaming, Humble Bundle qui a aussi un abonnement où on paye tous les mois pour avoir des jeux. Donc, effectivement, il y a déjà des gens qui leur font concurrence. Eux, ils déboulent avec effectivement une base d'abonnés qui sont déjà là, mais ils leur vendent pas ce service-là habituellement. Donc, on va voir comment ils arrivent à transformer l'essai on est des gens qui font en gros les héritiers des forums à une chaîne de chat. Oui, bien sûr. On est une boutique de jeux, quoi. Enfin, ça c'est vraiment différent. Mais par contre, ce qu'on sait nous, c'est qu'ils ont déjà, parce que moi je parle avec quand même beaucoup de gens qui fabriquent des jeux, ils ont déjà signé des contrats d'exclus avec des indés. D'accord, ok, donc on peut. Donc ils vont avoir des jeux que personne d'autre n'aura sur leur shop. Au début en tout cas, pendant des temps. C'est un point Indiecade, ça j'imagine. Pas tout à fait. C'était entre Indiecade et Gamescom. En fait, il y a pas mal de gens à qui ils ont déjà parlé. Ok, très bien. Merci pour ton éclairage. On enchaîne avec une autre news, Florence. C'est Bandai Namco qui éditera Cyberpunk 2077 en Europe. Oui, alors tu me prends un peu au dépourvu, excuse-moi. Oui, comme on pouvait le deviner après la signature pour la Warner de l'édition pour les territoires nord-américains de
de Cyberpunk, et il se passe la même chose que pour Witcher 3 en Europe. C'est Bandai Namco qui va éditer pour la version console évidemment Cyberpunk en Europe, donc en Angleterre, en France, en Espagne et dans tous les autres pays européens. Voilà, donc c'est des projets à des partenaires déjà, donc Namco est déjà partenaire avec ses prêts depuis Witcher 2. Voilà, on apprend aussi que ce sera Bandai Namco qui gérera toute la com pour Cyberpunk sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Pour les territoires européens. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'on aura le héros ou l'héroïne de Cyberpunk dans Soul Calibur 6? C'est exactement ce que j'allais dire. C'est parfait. Parce que pour rappel, on a Geralt dans Soul Calibur 7 alors. Soul Calibur 7 peut-être. Voilà. Soul Calibur 2077. Dans très longtemps. Toi, tu as envie de jouer à Cyberpunk, Pentaro? Je suis curieux de voir. Je suis très curieux. Beaucoup de curiosité pour le moment. Ouais, lucide. Ouais, c'est ça exactement. J'attends de voir si si les rêves vont rejoindre la promesse de la réalité. Ouais. Et de voir lesquels configs PC surtout pour y jouer. Quel config pour le cloud gaming, ce sera intéressant. Ouais, justement, ça sera moins coûteux d'y jouer en cloud gaming que d'acheter la bécane PC physique pour y jouer à mon avis. À condition d'avoir la fibre, évidemment, on en parlera tout à l'heure. À mon tour, pour les news, 2 semaines de suite au milieu de news, ça va pas du tout. Alors, nous avons Sony qui reporte 2 jeux. Et oui, hélas, le premier c'est Days Gone, open world de Ben Studio, édité par Sony Interactive Entertainment, qui est décalé du 22 février au 26 avril 2019. C'est dire s'ils ont conscience dans sa capacité à se vendre. C'est le 2e ou 3e report, je crois. Je sais plus. C'est le 3e. C'est le 3e report. On a également un 2e jeu, celui-là qui est un petit peu plus discret, c'est Concrete Genie. C'est un jeu simili indé, on va dire. C'est un peu dans la zone grise. On incarne un petit gamin qui va repeindre des niveaux et interagir avec le décor. Décalé lui aussi au printemps. Donc voilà, c'est 2 jeux qui évitent donc le grand embouteillage de la fin de l'année fiscale, qui s'avère particulièrement chargé en ce début d'année 2019. Ils prennent leur temps. Voilà, alors là j'ai fait la liste. Donc de fin janvier à début mars, nous avons Resident Evil 2, Kingdom Hearts 3, Anthem, Metro Exodus, Ghost of Tsushima, Rage 2, Devil May Cry 5 et The Division 2. Autant dire qu'il va y avoir des morts. Sur qui misez-vous? C'est une bonne question ça. C'est une bonne question. Moi je pense que The Division 2 il va pas autant marcher que les gens pensent qu'il va marcher, mais en fait il va marcher pour qu'Ubisoft il soit content. Ça va faire comme Rainbow Six, ça marche. Et il y a la communauté qui est toujours sur le 1, donc ils vont passer sur le 2. Et Ubisoft sera content, mais les gens vont faire oh voyons, c'est pas beaucoup vendu, c'est un flop. Alors pour Ubisoft ça va être quelque chose dont ils vont être contents, je pense. Guillaume? Moi je dirais Red Dead Online tout simplement parce qu'il va arriver après la sortie du jeu et qu'il va tout écraser et que les adversaires de l'année prochaine ça servira à rien. Voilà, je suis désolé, Red Dead 2 c'est le gros jeu qui va sortir d'ici une semaine et pourtant c'est Rockstar, on sait comment ils vendent des jeux sur la durée et que ça va être un raz-de-marée et puis après les autres pourront faire ce qu'ils veulent, mais ça restera quand même Red Dead 2 qui sera toujours au top du top. J'en suis persuadé. Et toi, Pentaro? Je pense que RIP Ghost of Tsushima. Parce que je pense que c'est un magnifique jeu, mais ça concerne qu'une petite niche et que les gens vont avoir autre chose à faire que de se prendre des tartes à coups de sabre. Je suis pas sûr parce que regarde Spider-Man, on disait pareil, et c'est sorti, c'est un carton. C'est Spider-Man, c'est pas le samouraï. Il est en amont de la vague aussi. Il était un peu tout seul dans le programme. Donc, à voir. Et 3e petit jeu qui a été reporté, c'est Wargroove. Voilà, ce petit wargame de Chucklefish tactical au tour par tour, qui est un petit peu le Advance Wars que Nintendo nous refuse depuis 10 ans. Voilà, qui sortira également au printemps, à voir s'il va pas également être victime de cet embouteillage. Autre, c'est pas un report cette fois-ci, c'est une annulation. C'est après Iron Fist la semaine dernière, nous avons Luke Cage qui n'aura pas de saison 3. Voilà, Marvel et Netflix qui annulent une autre série, ce qui laisse peu de doute quant au destin de Jessica Jones et Daredevil. Je ne sais pas ce que vous en pensez autour du plateau. Non, c'est la suite logique de la fin d'Avengers. Il y a la moitié de tout le monde qui meurt. J'ai spoilé pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais voilà. Il y a la moitié des séries. Tu n'as vraiment aucun respect. Voilà. Tu n'as vraiment aucun respect. J'avoue, un petit peu spoiler là. Voilà, c'est pas grave. Le film, il a bientôt 1 an, c'est bon. Bon. Fouettez-moi si vous voulez. Voilà, série regrettée autour du plateau ou pas? C'était la meilleure pub pour Carhartt. Oui. Moi, j'ai juste envie de te dire, Lucky. Voilà, c'est tout. David, tu veux dire, pardon. On est parti, du coup on reste chez les super-héros avec toi Grégoire. Avec le report de Flash et de Gardiens de la Galaxie. Les deux, en 2021. Parce qu'effectivement, la Warner a annoncé le décalage, le report à la fin de l'année 2019 du début du tournage du film pour le Flash. Alors les raisons invoquées, c'est incompatibilité avec l'agenda de l'acteur principal Miller, qui s'était engagé pour tourner le 3e volet des Animaux Fantastiques à partir de juillet 2019. Aïe. Sauf que en sous-marin, on se rend compte que ça arrange bien les co-réalisateurs, donc c'est Francis
Francis Daley et Goldstein, qui sont en pleine réécriture du scénario également. Et donc, voilà, cette nouvelle intervient un peu dans le contexte général de remaniement au sein du DC Universe, avec les départs de Ben Affleck qui incarnait Batman et d'Henry Cavill qui a incarné Superman. On se demande un peu où va la Warner, comme d'hab. Sauf que, autre nouvelle, c'est le recrutement de James Gunn dans l'équipe qui fait le tournage de Suicide Squad. Et donc James Gunn, qui n'est autre que l'ancien scénariste des Gardiens de la Galaxie, dont le studio Marvel Studios ne donne plus de date. Il y a eu encore un report et on peut s'attendre à une sortie en 2022 maintenant, donc il va falloir attendre un peu pour carrément 2022. Ouais, parce que le début du tournage se ferait en 2021. D'accord. Ce qui supposerait que la sortie du film se ferait en 2022. Et donc pour les fans de cette suite de cette trilogie, il va falloir attendre un peu. Ce qui laisse penser un petit peu une recomposition de l'équipe. Quand même. Évidemment, un petit recast. Des attentes autour de ces films en plateau? Ouais, enfin Gardiens de la Galaxie, moi je pense que c'est normal parce qu'en fait c'est ta théorie et je pense qu'elle est bonne. Ils vont servir des Gardiens de la Galaxie pour intégrer les super-héros de la Fox avec, tu vois, donc ils attendent que ce soit bien validé, etc. pour faire un scénar pour pouvoir intégrer par exemple les 4 Fantastiques le surfeur d'argent surtout. Ouais, le surfeur d'argent qui ont Galactus, qui ont des acquaintances avec les Gardiens de la Galaxie dans les comics, donc ils pourraient se servir de ça pour faire entrer ces personnages-là dans le MCU, etc. Donc ils attendent bien que ce soit validé, l'accord avec la Fox, l'accord de vente, et après ils sortiront les films, puis on verra Wolverine qui se battra contre Captain America. Ça devrait être cool. Moi j'aurais pensé qu'ils allaient attendre d'avoir bouclé Thanos pour ramener Galactus. Oui, mais justement, ils vont peut-être le boucler là. Tu vois. C'était le point. C'était clairvoyant. Le point des gros nerds. C'était le point Faskill, qu'on embrasse d'ailleurs. On poursuit avec toi, Grégoire. Panini serait en vente? Alors pour l'instant, on parle que de rumeurs, mais effectivement, la presse italienne a lâché l'info cette semaine. Donc l'éditeur, enfin pas l'éditeur, mais la maison de stickers et de cartes à collectionner, bien connue dans le milieu du foot, chercherait un repreneur. Ça n'a pas été confirmé par. Donc c'est Aldo Ugo Salustro. J'ai jamais retenu son nom, même si je suis moi-même un grand fan de Panini et que j'ai collectionné nombre de catalogues. Sauf que ces rumeurs ont suffi pour susciter l'intérêt de grands groupes. Notamment, on parlerait de The Topps Company, qui est l'équivalent américain en fait de Panini, mais dans le baseball. Donc il a fait fortune en vendant donc dans le milieu du tabac et dans les cartes à collectionner de joueurs de baseball. Pour rappel, en vrai, je me suis renseigné, mais Panini, selon l'année, c'est 500 à 800 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des marges brutes allant jusqu'à 200 millions d'euros en année de Coupe du Monde notamment. Et donc, on estime qu'il faudrait débourser 1 milliard d'euros pour ajouter cette entreprise à son portefeuille. Une broutille. C'est pas rien, une broutille. Et il y a déjà eu beaucoup d'opportunités de vente qui ne se sont jamais concrétisées depuis 10 ans. Donc, à voir si ces rumeurs vont se confirmer et se transformer. Pour l'instant, c'est pas le plus probable. Alors j'avais vu des réactions sur Twitter qui laissaient entendre qu'il y aurait peut-être ce serait le début d'une grande recomposition dans le champ de l'édition, parce que Panini a quand même dans le milieu des comics notamment pas mal de licences et de mangas aussi, avec lesquels aussi, ils font strictement n'importe quoi, donc ça serait bien qu'ils les vendent à quelqu'un de sérieux. C'est drop the mic. Une connaissance commune par exemple, ce serait pas mal. Ouais. Alors on a Titouan sur le chat, les Panini équipe de foot My Dame, très bien. Bon. On finit le point news avec peut-être la punchline de la semaine, j'ai envie de dire. Peut-être un chiffre aussi. 100 heures de travail par semaine d'après Dan Houser, cofondateur, coprésident, producteur et scénariste de Red Dead Redemption 2, cofondateur de Rockstar Games. Voilà, d'après lui, nous avons fait plusieurs semaines de 100 heures en 2018. Il s'est ravisé le lendemain en disant que c'était uniquement l'équipe de scénaristes du jeu qui était concernée par cette déclaration. S'étant suivi une levée de l'embargo sur les réseaux sociaux, vous m'arrêtez si j'ai une bêtise, où de très nombreux employés ont dit qu'ils n'avaient jamais fait plus de 50 heures par semaine sur le projet. Voilà, ça fait un peu désordre. Il y a eu beaucoup de réactions. Quelle est la vôtre autour du plateau ? Je sais pas. En fait, le truc, c'est que vraiment, Rockstar, ils aiment, et notamment Dan Houser, ils aiment bien tout ce qui est déclaration un petit peu tape à l'œil. Et pour le coup, 100 heures par semaine, alors là, j'y crois. Enfin, on peut y croire totalement, puisque de toute façon, pour GTA 5 et même pour GTA 4 à l'époque, ou même le premier Red Dead Redemption, il avait déjà annoncé que effectivement, les équipes travaillaient énormément et passaient vraiment beaucoup d'heures au boulot. Alors évidemment, c'est pas dans le milieu du jeu vidéo, malheureusement, c'est encore pas. On a mis
milieu qui est encore pas assez structuré pour pouvoir contrôler ce genre de choses. Et malheureusement, c'est quand même dommage que un type comme Dan Houser, qui est vraiment une sommité dans le milieu du jeu vidéo et notamment dans le milieu du développement, se gargarise d'une telle chose en fait. Et c'est quelque chose qui n'est malheureusement, qui heureusement, j'ai envie de dire, pas le cas de tous les gros studios. Et heureusement, on a quand même vu des tweets et des réactions de la part d'autres développeurs, d'autres studios qui disaient que c'était pas vraiment la même chose chez eux en tout cas, même pour les gros jeux. Ouais. Florent, tu voulais en dire ? Après, on a eu des choses comme quoi aussi, ça s'était amélioré depuis GTA 5, parce que GTA 5, il y avait déjà eu la même polémique en disant que voilà, comme tu l'as dit, donc ça s'était amélioré depuis. Là, apparemment, donc, ils sont revenus sur les trucs en disant que c'était aussi que les choix des employés. C'est la même chose qu'on a connu chez Quantic aussi. C'était pareil, c'était le choix. On avait fait une émission dessus sur les conditions de travail dans le jeu vidéo. Et on va pas la refaire, mais merci de la name drop à ma place. On l'avait fait et on expliquait bien que oui, c'était un choix, mais si t'es le seul à ne pas faire le choix de travailler, c'est quand même mal vu dans ton entreprise. Donc en fait, t'es un peu forcé quand même de le faire, tes 80 heures ou 100 heures Disons par semaine. Que si Dan passe dans le bureau, ce serait dommage qu'il ne te voit pas le samedi après-midi. Voilà, c'est ça. Dommage. Après, c'est pour moi la politique, c'est l'état d'esprit américain en mode ils sacrifient tout pour vous faire le jeu que vous voulez et tout, même leur vie de famille. Mais tu sais, quand tu travailles sur un projet exceptionnel, il faut parfois se donner de manière exceptionnelle. C'est ça, tu vois. Oscar, peut-être avant. Ouais, non, moi j'avais envie de dire que effectivement ce truc-là, moi j'ai entendu 1 million de fois sur les réseaux sociaux. Sacrifie-toi parce que c'est un super projet et tout. T'es là, mais non, enfin je suis sûr que tout le monde a très envie de jouer à ce jeu. Moi aussi j'ai super envie de jouer à ce jeu, mais globalement ça vaut pas le coup que quelqu'un se foute par la fenêtre parce qu'il fait une dépression au travail ou qu'ils font du surmenage. Et ça existe dans le monde du jeu vidéo, on en parle assez peu, mais il y a des gens qui en meurent en fait du surmenage, donc, ou de la souffrance au travail, qui se pourrissent la vie, qui font des burn-out. Donc c'est juste et pour moi il n'y a pas de bon jeu qui vaut de ruiner la vie d'un humain, genre zéro quoi. Et combien de divorces et voilà, et tu vois, des trucs, c'est aussi des gens qui du coup sont dégoûtés, quittent l'industrie et il n'y a pas de transfert de compétences. On perd nos talents de ouf à cause de ça. Il y avait une chose, moi il y a un tweet, c'est d'un ancien de BioWare je crois qui tweetait ça en disant ouais nous aussi on est arrivé, on a fait des semaines de 80 heures. Le seul problème de faire des journées de 12 heures ou 14 heures, c'est que en fait tout ce que tu as fait sur les 3-4 heures dernières de travail, c'est de la merde. Et tu reprends tout le lendemain matin quand tu arrives au boulot. Donc en fait ces heures de travail, c'est des heures qui n'ont servi à rien en vrai. C'est des heures où tu as fait parce que tu es fatigué, tu arrives à rien, à coder, à machin, donc tu dois reprendre tout ce que tu as fait le lendemain matin. Donc en fait c'est une mauvais management, ça sert à rien de faire ça quoi. Pentaro. Ouais, moi je trouve que c'est très très américain justement de dire on a sué 100 EO pour vous, cher public. En fait je pense que c'est plus dans ce sens là C'est sûr que nous en Europe du coup on prend très mal ça parce que c'est pas dans notre culture, mais aux US dire voilà regardez les gars on s'est sacrifié pour vous, comme tu disais Florence, pour moi c'est typiquement ça, c'est de la com américano-américaine. Et c'est vrai que dans le reste du monde, du coup, surtout chez nous, ça passe pas du tout, quoi. Grégoire, aux États-Unis. Oui. Je pense Guillaume voulait. Si t'as un truc à dire, vas-y. Non, absolument pas. En fait, c'était exactement ce que je voulais dire. C'était le côté, on s'est sacrifié pour vous. Donc, waouh, ce jeu est génial. Je vais l'acheter. Donc, waouh, allez, plus de ventes. C'est une communication très autocentrée, on va dire, effectivement. Voilà. Non, je voulais dire que c'est assez différent, en fait, notamment dans l'industrie du cinéma et aux États-Unis. En fait, par exemple, tous les gens qui travaillent dans l'industrie du cinéma aux États-Unis sont en majorité syndiqués. Et ce genre de choses, en fait, ça ne se fait pas, en fait, de travailler, de dire qu'on travaille des centaines et centaines d'heures. Ils sont tous syndiqués, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, ils se cassent du travail, et même si le film c'est une grosse production ou que sais-je, et les gars ils terminent leur journée à l'heure, tout ça machin. Et malheureusement en jeu vidéo et notamment aux États-Unis, c'est pas encore le cas. Et ça montre encore que c'est un milieu qui n'est pas encore assez mature, notamment dans le milieu du travail, malheureusement. Et ce sera le mot de la fin pour ce segment. On va pas refaire l'émission comme on disait tout à l'heure. Vous avez l'émission avec Yvan Godet de Canard PC et Marc-Antoine Boisdin du Snack BD sur le replay du site. N'hésitez surtout pas à l'écouter. On est assez fiers de ce numéro, donc voilà, ce serait dommage que vous ne l'écoutiez pas. C'est tout pour les news. Du coup, est-ce qu'on a des réactions sur le chat? Non, pas forcément de questions. N'hésitez surtout pas, parce que les critiques arrivent juste après la pause musicale. On s'écoute Forever de Churches. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels consacré à l'actualité et à l'écosystème de la pop culture. Nous sommes toujours avec Florent et Oscar qui regardent son portable. Comment ça va? Oui, je tweete sur l'émission. Oh là là, oui. Très bien, tu es très corpo, c'est fantastique. Un très beau selfie. Waouh. Voilà. Mais je suis pas dessus. Voilà. Je boude. Bientôt tous les deux on fera des Instagram, on sera Instagram. Ou Instaboy, hein. On n'est pas dans le sexisme ambiant. Je n'approuve pas du tout. On est toujours avec Grégoire. Je te laisse boire ton verre d'eau si tu veux. On est toujours avec Guillaume et Pentaro, donc
tout va bien? Ouais, on n'en est pas encore à faire des selfies avec Penta, mais Peut-être. Tout à l'heure, je suis timide en fait, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Rank up. Ding. C'est ça. Très bien. Alors Grégoire, j'espère que tu es prêt. Florent, j'espère que tu es prêt. Nous allons parler des critiques de cette semaine, à savoir Megaman 11 et Elite, série espagnole, espagnole sur Netflix. Espagnole, si je dis ouais, pas de Netflix. bêtises. Titouan devait s'occuper de Megaman 11 cette semaine, mais toi Florent, du coup tu as Bah, du récupéré coup, je le remplace au pied levé. au pied levé. Très Voilà. bien. Tu découvres la critique en direct. Non, je Exactement. déconne. On est parti. Mais c'est de la merde! Alors, Megaman 11, traversée du désert du héros bleu de Capcom. Qu'en est-il de son 11e épisode? Eh ben, Megaman a vu le jour au Japon en 87 et c'est évidemment édité par le géant Capcom. Et le premier épisode est sorti sur NES et perdu encore jusqu'à aujourd'hui avec Megaman 11 qui vient donc de sortir sur tous les supports connus. La série comporte une vingtaine de jeux avec des dérivés comme Megaman X ou encore les très bons Megaman 0. Et après 8 ans d'attente et d'enchaînement de compiles, Capcom se décide enfin à nous proposer un nouvel épisode avec Megaman 11. Ouais! Alors on disait tout à l'heure, effectivement, c'est un peu après une traversée du désert, enfin un nouvel épisode numéroté. Est-ce que ce nouvel épisode est porteur de renouveau? Ah bah oui et non. On repart sur une histoire assez classique qui fait le charme des Megaman. Un scientifique frustré ne trouve nulle autre solution que de prendre le contrôle de 8 robots surpuissants pour prendre sa revanche envers le monde. Et qui de mieux placé que Megaman pour arrêter ce fou furieux? Armé de notre classique bras canon, le jeu nous invitera à parcourir 8 niveaux avec un environnement particulier et propre à chaque boss, comme les classiques niveaux de feu, électricité et c'est pas moi qui l'ai écrit, les putains de niveaux dans l'eau. Merci Titouan. Le jeu reprend donc un système classique où on peut choisir dans quel ordre on aborde les niveaux, sachant que quand on finit le niveau, on récupère le pouvoir du boss qu'on vient de battre pour pouvoir après faire le niveau suivant avec ce même pouvoir. Donc le niveau de la difficulté variera selon dans quel ordre on enchaîne les niveaux. Au niveau des gameplays, on reprend les mêmes mouvements classiques 2D que d'habitude avec le saut, le glissade, un tir. Et la nouveauté de cet épisode est le speed gear et le power gear. En appuyant sur les gâchettes, on peut soit ralentir le temps, soit avoir des tirs plus puissants, sachant que ces power-ups partagent la même barre et que lorsqu'on l'utilise en entier, les pouvoirs se bloquent et un cooldown s'enclenche, nous empêchant de les utiliser pendant un petit moment. Cette nouveauté rend le jeu légèrement plus simple mais nous oblige à faire attention à nos ressources. Il y a un petit léger coup à prendre au niveau des contrôles pour pas s'en mêler les pinceaux lors des choix des power-ups. Et niveau de difficulté, plusieurs modes sont proposés, donc le débutant, facile, normal et difficile. Et le jeu propose un système de power-up avec des pièces à dépenser pour améliorer notre équipement avec plus de vie, un cooldown moins long, plus court, etc. Ce qui évite de rester bloqué sur certains points du jeu. Alors on reste quand même sur du classique, efficace, tu l'as dit, c'est la même formule que les Megaman canoniques. Qu'en est-il de l'aspect visuel, je dirais même technique? Et bien sur l'aspect visuel, on sent qu'il y a une refonte entièrement du moteur qui a été fait. Le jeu est vraiment très beau, super fluide sur tous les supports, et ce qui est plutôt plus modal dans un jeu comme Megaman où il faut vraiment c'est pointu, des fois c'est au pixel près. On reste dans le même environnement visuel que d'habitude, par contre avec une 2D dessinée avec des finitions plus rondes et plus précises que dans les anciens jeux. Les couleurs sont plus vives et plus agréables à l'œil pour un aspect général plutôt fameux. Un petit peu cel shading, oui, Ouais. très léger. Les ennemis sont variés et originaux et les boss intéressants dans leur design et leur gameplay, comme Blockman qui se transforme en un énorme golem de pierre à la Dragon Quest, ou Fuseman qui utilise l'électricité pour se déplacer à la vitesse de l'éclair. En conclusion, Titouan nous écrit que c'est un très bon jeu, qu'il est très agréable à jouer avec une difficulté bien maîtrisée, par voie un peu nous au niveau des inputs, notamment sur le saut qui est plutôt gênant, mais le jeu reste excellent dans son ensemble. Ça plaira aux nostalgiques, mais risque de faire peur aux nouveaux joueurs par son aspect un peu 2D à l'ancienne. Megaman 11 reste selon lui la meilleure porte d'entrée pour la série, et il nous précise que c'est sorti sur PS4, Switch, Xbox, PC et ça vaut 30€. Très bien, très bien. Alors Guillaume, je te vois hocher de la tête sur le bed et je crois que savoir que tu as pas mal joué à la démo. Ouais, alors j'ai terminé la démo. Bon, j'ai pas assez joué pour me faire un avis complet sur le jeu. N'empêche que j'aime beaucoup le jeu parce que justement je retrouve un peu ce feeling que des anciens épisodes, et notamment je pense aux épisodes rétro qui sont ressortis beaucoup plus tard, notamment Megaman 9 et Megaman 10. Et je trouve qu'en fait on garde un peu le même gameplay au niveau de la glissade par exemple, c'est exactement la même chose, et au niveau des tirs on reste un peu dans le même carcan. Et par contre je trouve que visuellement le jeu il est moins aguicheur que je ne pensais en fait. C'est-à-dire qu'au début je pensais d'aller avoir une
une vraie patte artistique, cel shading, avec des vraies couleurs qui ressortent. Et au final, je trouve que le jeu est un peu terne, un peu fade, un peu tablette. Un peu tablette, ouais. Il fait pas trop jeu mobile, je t'avouerai, mais c'est vrai que niveau visuellement, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à un truc plus dessiné, un truc fait main, et là, j'ai l'impression que c'est plus un truc de tablette graphique. Voilà. Après, le jeu est très bon. J'aime beaucoup la nouvelle mécanique de pouvoir arrêter le temps pour pouvoir justement reprendre son souffle, notamment pendant les boss, qui sont d'ailleurs très très bien pensés. Au niveau du level design, c'est super bien foutu, et la musique me fait beaucoup penser à certains épisodes 3D de Sonic, et donc ça me fait très plaisir. Tu pensais auquel? Je sais pas, des Colors, des Generations, tout ça. Attention, parce qu'il y a Colors et il y a 2006. Oui, non, mais je parle. Hein. Non, mais non, il existe celui-là, hein. De quoi, Sonic? Non, ça la bande son existe. La bande son existe. Attention. C'est un album solo. Voilà, effectivement. Toi, Pentaro, je te vois un petit peu observateur sur les images, un peu en recul. Toi, c'est pas forcément ta spécialité, les Megaman. Bah non, en fait, même si je suis un vieux, que j'ai commencé avec la NES à l'époque où c'est sorti, tu vois, donc non, c'était pas trop ma cam. En fait, moi, j'étais vraiment Nintendo, mais plus Link et Mario, quoi, classique. D'accord. Vraiment, oui. À la maison, quoi. Ouais, à la old school, ouais. Mais Très en bien. plus, Mighty Number 9 m'a tellement fait mal au cœur que si tu veux, faut que je m'en remette, quoi. T'avais backé Mighty Number 9? Non, t'avais pas. Heureusement pour toi. Bon, Oscar, toi, t'as pu y jouer ou pas? Non, moi j'ai pas pu mettre trop les mains dessus en ce moment. Je juge des compétitions de jeux, donc Oui, la semaine dernière, tu as un calendrier très. Ouais, j'ai joué à une centaine de jeux la semaine dernière et Une heure par jeu, donc. ouais, non, un peu moins qu'une heure par jeu, heureusement d'ailleurs. D'accord. Et toi, Grégoire, tu te laisserais tenter ou pas? Pourquoi pas après Megaman. Moi, c'était un super-héros qui a un peu été bouffé par les autres en fait à l'époque où je l'ai découvert. Donc j'ai pas particulièrement d'attache à ce. Ok, donc tu te laisserais pas forcément tenter, c'est pas forcément Pourquoi pas. l'épisode. Pourquoi pas, mais si l'occasion se présente, avec plaisir. D'accord. En plus, le jeu avait l'air intéressant, mais Donc disons c'est assez pas la intéressant parce que priorité. c'est un jeu qui occupe une place assez intéressante parce que Capcom est en pleine reconquête de son image auprès des joueurs et que c'est peut-être le jeu un peu pivot en attendant Resident Evil et Devil May Cry. Voilà, à voir si le jeu trouvera son public, ce sera intéressant de le savoir d'ici quelques Bon, mois. en tout cas, pour un jeu qui vaut 30 €, franchement, moi je trouve que ça le fait, hein, parce que généralement les Megaman, c'est quoi? C'est une vingtaine, trentaine d'heures de jeu, selon notre skill, quoi. Oui, Ça oui, dépend, selon le skill en plus. Voilà, selon le skill. Voilà. Ça montre surtout que Capcom ils tablent aussi sur leur vieille licence et qu'ils veulent quand même en faire quelque chose et que c'est intéressant. Et surtout qu'ils ont vu qu'ils se sont fait un peu cramer la politesse par Nintendo quand ils ont mis tout leur perso sur Smash Bros. Et qu'ils ont vu le design de Megaman qui était vachement mieux foutu que le lore. Et du coup, ils ont fait bon, bah écoute, on va lancer un Megaman 11. Tu sais, il y a certaines personnes qui disent que le Ryu de Smash Bros est plus Ryu que celui de Street Fighter 5. Ouais, non, mais on est Déjà, d'accord. Voilà. Très bien, bah, c'est tout pour Megaman. J'espère que voilà, sur le chat, qui est-ce qu'on a dans le Megaman? Les niveaux aquatiques, c'est pas les pires. Et Titouan qui dit qu'Acidman c'est une purge. Par contre, Fuseman, il a adoré. Donc voilà, on sait à peu près tout de la vie de Titouan. On est parti, Grégoire, on va parler série. Alors toi, tu as un petit peu boudé Predator et Daredevil cette semaine et tu as regardé Elite. Predator, c'est pas mon Netflix. truc. Malheureusement, D'accord. je suis pas le mieux placé pour parler de Predator. En revanche, Elite, c'est spécialement mon truc, mais je l'ai regardé et ça m'a beaucoup intrigué parce que immédiatement on sent que elle a été faite pour suivre les pas de Casa de Papel, qui a connu un succès planétaire et totalement inattendu. Donc pour resituer un peu, Elite est diffusée depuis le 5 octobre partout dans le monde. Il n'y a qu'une seule saison de 8 épisodes de 50 minutes à peu près qui a été lancée pour l'instant, et on peut dire en fait que c'est une série concrètement sous influence de plusieurs genres et qu'elle essaye de synthétiser ces genres et qu'elle le fait de manière plus ou moins habile, notamment en fait c'est une série de teen drama qui va s'inscrire dans la continuité de tout ce qu'il y avait avec Gossip Girl, Physique-Chimie et toutes les séries à la con. D'ailleurs, Physique-Chimie, c'est une série qui a été réalisée par Carlos Montero, qui est un des co-réalisateurs de Elite, comme quoi les chiens font pas des chiens en fait, et voilà. Alors pour resituer, Elite s'ouvre sur l'arrivée de 3 jeunes étudiants dans le lycée le plus élitiste du pays, qui s'appelle Las Encinas, et donc là-bas tous les étudiants et étudiantes sont fils de marquises, de multimillionnaires et de politiciens totalement corrompus, et au motif qu'ils ont de l'argent, ils se croient tout permis, sauf que manque de bol, une des lycéennes est mystérieusement tuée par un de ses camarades, et donc en fait là intervient une trame policière un peu factice, un peu forcée, mais qui va faire avancer l'histoire. Alors, est-ce qu'on n'a pas un petit peu fait le tour du teen drama? Parce que ça ressemble un petit peu à How to Get Away with Murder au niveau du pitch. Enfin, je veux pas faire des comparaisons pas forcément pertinentes, mais voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment un peu de déjà-vu avec des clichés qui dénaturent les genres qu'on essaie de synthétiser, justement?
Alors le problème c'est que effectivement ce genre est totalement épuisé, notamment la structure de double temporalité qui est mise en place avec des interrogatoires, en fait des flash forward dans une salle d'interrogatoire qui font avancer l'histoire. Ça a été introduit par Fukunaga avec True Detective en fait, et ça a été épuisé depuis 2014, et donc on sent un manque d'inspiration et de vision des réalisateurs. Après il y a de nombreux clichés sociaux, cinématographiques. On se retrouve quand même avec on se retrouve avec deux étudiants de 16 ans qui se disent un bad boy qui a fait de la prison, une fille de multimillionnaire qui veut se barrer avec ce bad boy. Donc ils sont dans une voiture, ils se disent je t'aime, et puis ils se disent on va prendre un nouveau départ, c'est pas grave. Enfin voilà, c'est le genre de cliché vu et revu qu'on a, enfin voilà, dans des séries comme Gossip Girl. Le seul truc, c'est que on prend quand même un certain plaisir à regarder ça. Bon, enfin, le plaisir qu'on prend à se plonger dans des histoires de cul, de sexe et de drogue, d'adolescents pourri gâtés, c'est un peu un plaisir coupable. Enfin, moi, c'est le même plaisir que je ressens quand je mange un grec et que je suis en plein régime, quoi. D'accord. Donc voilà. Mais c'est un univers assez malsain, mais mine de rien, ça intrigue, ça appelle parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer pour ce personnage qui évolue dans ce milieu, quoi. Disons qu'il y a un petit suspense quand même. C'est ça. Après, on sent que globalement, Netflix n'a pas voulu prendre de risques avec cette série. Tout a été fait pour assurer le succès d'Elite. Là où Casa de Papel, le succès était totalement inattendu. Là, on sent que la route de la gloire a été pavée en amont, quoi. Et c'est un peu comme si les réalisateurs avaient rempli une sorte de checklist. En disant on a intégré ça, et on espère que ça va marcher. Ce que tu dis, c'est que c'est un peu une série opportuniste qui n'apporte pas grand chose de neuf en fait. Ouais, c'est exactement ça, c'est l'opportunisme de cette série, je pense que c'est vraiment le mot. Après, disons que ce qu'on peut reconnaître, c'est que Elite, en fait, c'est exactement où elle va. Elle sait ce qu'elle veut montrer, elle sait ce qu'elle veut apporter, notamment pour ça elle développe des personnages forts dans le sens où ils ont un caractère, ils ont une identité très marquée, et en fait ça va être très simple compte tenu du public auquel il est destiné, donc un public adolescent, ça va être très simple de s'identifier à ces personnages. Concrètement, chaque personnage est beau, sexy et pas forcément intelligent, mais a un truc, et donc chaque spectateur qui va accrocher avec la série va très vite avoir son personnage, son couple, ou alors étant donné cette série, son trouble préféré, soyons fous. Oh. Et donc voilà, ce côté-là, voilà, on peut le saluer, d'autant plus que dans le milieu, il y a certains thèmes sociaux qui sont omniprésents aujourd'hui dans la société espagnole, comme les violences de genre, comme la séropositivité, l'avortement, la consommation de drogue aussi, ils sont pas traités parce que cette série va jamais développer de grandes thèses sur ces thèmes-là, mais ils sont évoqués, notamment le port du voile dans un établissement privé est évoqué, et je pense que c'est important de souligner que le traitement qui en est fait a été très très pertinent, très très juste, et voilà, ça on peut le saluer, on peut le reconnaître, et de ce point de vue-là, c'était une série très intéressante. Après, bon, pour synthétiser, on va dire que Elite, c'est une combinaison d'éléments piochés à droite à gauche, qui veut condenser en 8 épisodes tout ce qui a fait le succès des séries adolescentes de ces dernières années. Est-ce que ça va suffire pour assurer à cette série le même succès que Casa de Papel? C'est pas sûr. Le parallèle avec Casa de Papel est aussi évident parce qu'il y a 3 acteurs du casting de Casa de Papel qui sont dedans. Denver, Rio et Marina donc, sont dans cette série, et à côté on va chercher du Pretty Little Liars, du Gossip Girl, etc. Donc le casting a été pensé de manière à être un casting fiable qui permette aux étudiants, aux adolescents. Disons qu'on change pas une équipe qui gagne. C'est ça. Voilà. C'est ça. Très bien. On revient sur les chats font pas des chiens. Oui, voilà, effectivement. Voilà. Je pense que tu es un petit peu notre caution proverbiale aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un grand jour niveau inspiration. Voilà. Fantastique, voilà. Très bien. Alors du coup, Elite, autour du plateau, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous... Voilà, si vous n'avez pas envie de regarder Daredevil, est-ce que vous regarderiez ça? Alors j'ai pas envie de regarder Daredevil, mais je regarderai pas ça non plus. Parce que en fait, je pensais que peut-être ça pouvait être autre chose que ce que tous les bandes annonces et les images pensaient laisser entendre, mais vu la critique de Grégoire, non, c'est exactement ce que ça laisse entendre. On la voit derrière, voilà. On voit tous les personnages. En vrai, non, quoi. Tu vois, les teen dramas, non. Enfin, genre 13 Reasons Why, la saison 1, ouais, c'était très bien, mais c'est parce que ça changeait de ce qu'il y avait, de ce qui se faisait avant, quoi. Et mais putain, le reste des teen dramas, non, j'ai pas envie de me retaper Gossip Girl ou Gilmore Girls ou tout ça encore, quoi. J'ai plus 16 ans, quoi. Oscar. Moi, c'est rare que je donne aussi peu sa chance à une série. J'ai maté un épisode et j'ai un peu lâché parce que D'accord. Bah, en fait, c'est le truc un peu de bord, genre de quoi la série elle fait rêver.
et tu vois de quoi elle te donne envie dans le monde, tu vois, et tu regardes ça, tu fais un truc sur des mômes riches qui s'éclatent et qui se tuent entre eux. Bon, ok, j'ai des trucs un peu plus intéressants à regarder. Oui, ça s'appelle un week-end d'intégration dans une école code post-bac. Un way chez les millionnaires. Voilà. Je vois pas de quoi tu parles. Pas du tout. Non. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Non, mais la tienne n'est pas post-bac, tout va bien. Ah, je n'ai pas visé. Mais il y a des week-ends d'intégration quand même. Ah oui, oui. Ah oui, bah tu avais raté une émission d'ailleurs, hein, on en parlera. Bon, du coup, Guillaume Pentaro, Aucun intérêt pour moi. aucun intérêt Aucun. Zéro, Guillaume. Bah un peu, ouais, moi c'est vraiment pas mon type de série et du coup j'y prêterai pas attention, même malheureusement peut-être, je sais pas, peut-être que je rate quelque chose, mais c'est Non, pas grand chose. Entre deux open world de 100 heures, ça peut faire le taf. Exactement. Voilà, la saison est un petit peu chargée pour ça. Moi j'avais une dernière question, Grégoire, parce que quand même tu disais que dans le titre, quand même c'est l'élite et avoir un regard un peu extérieur sur cette élite espagnole. Tu disais qu'il y a pas mal d'aristocrates dans ce milieu-là. Est-ce qu'il y a un regard porté sur la place de la monarchie en Espagne ou pas du tout ? La monarchie intervient pas du tout. Après, il y a un regard porté sur l'aristocratie, plus au-delà, ou en tout cas les familles historiquement nobles, les marquises, les héritiers. Okay, voilà. Et la lutte des classes, c'était très présente au début. On va dire les inégalités sociales, etc. C'est très présent dans les premiers épisodes. Après, ça se fait un peu effacer parce qu'il fallait avancer sur la trame policière et que finalement, en fait, l'idée de faire avancer l'histoire à partir d'une trame policière se retourne un peu contre les réalisateurs parce qu'ils doivent abandonner tous les thèmes sociaux qu'ils avaient mis en place au début et qui étaient à mon sens plus intéressants que le teen drama. Et voilà, à partir de l'épisode 3 ou 4 on perd un peu le truc, surtout que les marquis qui tombent et les corrompus qui tombent, c'est un peu expédié quoi. Oui, donc on est plutôt dans la crème de la crème de Kim Chapiron quoi. C'est ça. On est plus proche de ça. Parce que c'est ça qui aurait été bien pour une série espagnole, c'est de parler de tout ce qui va pas dans leur pays plutôt que de parler juste de riches qui se tuent entre eux comme tu dis Pentaro, donc on s'en fout quoi. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous deux pour les critiques. Merci Florent d'avoir remplacé Titouan en pied levé. On l'embrasse très fort évidemment. Merci de m'avoir écouté. Pour l'heure, on va passer en mode cloud, mais cloud rap. Avant de parler de cloud gaming, on va s'écouter Post Malone. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles de pixels où on parle de l'actualité et de... Je suis très perturbé par vous deux, Florent et Oscar. Ça y est, Florent, tu l'as contaminé Oscar, je pense que... Allez, c'est bon. Enfin, j'ai quelqu'un avec moi pour danser sur le générique. Là, j'ai envie de dire rank max. Là, c'est bon, le gif est demain sur les internets. Fantastique. Faites un clip, les amis, c'est très important. Vous avez les technologies, vous avez les outils. Pour ça, on va pas perdre de temps parce qu'on a un petit peu de retard sur le conducteur. Grand débat sur le cloud gaming, partie 1, c'est parti. $50 que j'ai raison. Je tiens le pari. On se sent visé. Je monte à $100. Alors, le cloud gaming... Partie 1, on va faire un petit état des lieux de cette technologie en commençant par peut-être le principe même de cette technologie. Alors le cloud gaming, je me tourne vers vous, en quoi ça consiste tout simplement ? Je suis le plus vieux, je vais Vas-y, Pentaro. En tant qu'ancêtre de l'informatique, en fait, le cloud gaming, c'est un concept finalement qui existe depuis les années 70, où à l'époque, en fait, il y avait des gros mainframes, en gros, c'est des gros serveurs, et les gens travaillaient sur des terminaux qui en fait n'avaient aucune puissance dedans, et on exploitait la puissance du gros mainframe qui était à quelques mètres et qu'on exploitait. D'accord. Donc ça a été complètement cassé avec l'arrivée des PC personnels, les personal computers. En Windows 98, on a dit finalement la puissance, elle doit être pour chacun et pas centralisé, ce sera beaucoup plus simple. Et en fait, on revient maintenant finalement à un concept qui a 40 ans, quoi. Et c'est hyper intéressant pour le coup parce qu'on n'a pas forcément les mêmes puissances maintenant de calcul. À savoir que maintenant, les mainframes des années 70, t'as 40 fois la puissance dans ton iPhone, voire même plus, pour donner un ordre d'idée, quoi, si tu veux. Et le cloud gaming, c'est exactement ça, c'est dire, t'as pas la puissance chez toi pour faire tourner le dernier AAA, on va le faire tourner sur des serveurs et on va t'envoyer l'image et uniquement l'image. Enfin, l'image et le son, bien sûr. Donc, pour schématiser, là, j'imagine, je joue sur mon ordinateur, ce qui n'est pas le cas, je suis avec vous dans la même pièce, voilà, pas de problème. Mais là, je joue, j'appuie sur une touche, ça envoie la commande à l'ordinateur qui est situé donc dans les locaux, dans le serveur, voilà. Et j'ai un retour vidéo de ce qui se passe. Exactement. Très bien. Et c'est pour ça que la latence est l'ennemi numéro 1 du cloud gaming. Parce que t'imagines bien que si t'appuies sur un bouton, par exemple sur Street Fighter 5, si t'appuies sur un bouton et que le coup part ne serait-ce que 15 millisecondes trop tard, en fait ça va ruiner ta partie. Bien sûr, c'est effectivement, a fortiori sur des jeux comme ça. Mais du coup, donc ça s'adresse à quel public ? Je dirais, c'est quoi, disons,
ça demande quand même d'avoir la fibre, d'avoir une certaine connexion internet, etc. Voilà, sur quelles infrastructures ça se repose? Oscar, je te vois pas forcément. Non, si tu voulais répondre là-dessus, moi en fait, on stream de la vidéo. Donc quand on envoie de la vidéo, si votre connexion elle sait faire passer du Netflix, elle sait faire passer du Black Note ou du n'importe quoi. Enfin, c'est de la vidéo qu'on envoie, donc c'est pas vachement plus lourd. C'est pas tellement la taille du tuyau où il faut absolument pouvoir envoyer énormément, mais c'est juste la précision et la rythmique en fait. Il faut vraiment que ce soit millimétré pour que quand tu envoies ta commande, l'image réagisse à la bonne commande. Donc c'est plus la latence qui va compter que forcément d'avoir une fibre monstrueuse. Mais je pensais par exemple au débit ascendant, parce que la commande faut l'envoyer quand même. Ouais, mais une commande, tu vois, c'est un press. Il faut juste il vaut mieux que ta connexion elle soit plus nerveuse, plus réactive, plutôt que d'avoir un tuyau gigantesque, quoi. D'accord. Parce qu'une commande, un bouton, c'est pas grand chose à envoyer, quoi. Tu vois, c'est pas comme si tu uploadais une vidéo monstrueuse de 10 gigas. T'envoies juste des tout petits inputs. Florent, quelque chose à ajouter? Non, j'ai rien de plus à ajouter sur la technique même. Oui, la latence. En fait, il faut savoir, Shadow, tu parles de fibre, etc. Non, enfin, Guillaume, et Pentaro, vous allez me contredire si je dis des bêtises, mais je ne crois pas. Shadow, ça marche avec 8 mégas. 8 mégas la seconde. T'as pas besoin de la fibre. 8 mégas, c'est dans la campagne, t'as 8 mégas. Moi, j'habite dans le 77, j'ai 8 mégas, quoi. Tu vois? On demandera à notre ami Damien s'il a 8 mégas. Alors, ce qui est vraiment important, tu voulais dire quelque chose? Oui, Guillaume. Oui. Vas-y, viens dans le micro, s'il te plaît. Oui, je disais, en fait, c'est plus important que la vitesse de la connexion que tu as chez toi. En fait, le plus important, ça reste quand même la stabilité de ta connexion. C'est-à-dire que tu pourrais très bien avoir un 8 mégas, une fibre très importante chez toi, limite 100, 200 mégas. Si par exemple tu utilises ton device en Wi-Fi ou avec un Ethernet un petit peu pourri, bah tu peux avoir des problèmes de saut dans ta connexion et donc ta stabilité sera moins bonne. Et comme tu renvoies de la vidéo en direct, bah le flux il doit être constant et il doit être quasiment parfait pour que tu aies une expérience satisfaisante. Si tu as 200 mégas d'upload mais que par exemple ton Wi-Fi il te permet pas d'avoir un débit constant, bah forcément ton expérience en sera bien moindrie en tout cas. Alors Grégoire, tu voulais ajouter peut-être un Après, ouais, ça paraît un peu comme pour moi, pour une solution par défaut quand on peut pas s'acheter un matos hyper cher, hyper onéreux. Après, la question que je me pose aussi, ça implique d'avoir confiance dans l'entreprise qui va posséder les serveurs en termes de prévention contre le piratage ou de sécurisation en termes aussi d'accès en fait finalement au jeu. Je veux dire, ce sera plus à moi de décider si je peux allumer ma console ou ma PS4, ce sera peut-être à l'entreprise jamais. Enfin, il va y avoir un moment où le pouvoir en fait va changer de main. Je veux dire, ce sont les entreprises qui nous ont. Enfin, voilà. Oui, disons que ça devient un service et c'est plus un bien qui est à ta propre disposition. Et Florent. Ouais, mais pardon. Vas-y, Oscar. C'est un peu déjà le cas avec des jeux qui se connectent en ligne, tu vois. Enfin, un Diablo 3, c'est un jeu tu pourrais y jouer offline, mais si Blizzard il est off, et bah c'est bouclé. Ouais, bien sûr, je veux dire, mais ça implique ça pour ça comme conséquence. Florent. C'est là où je voulais en venir, c'est le plus gros problème pour moi du cloud gaming et du cloud computing, c'est que le jour où t'as plus d'internet, t'as plus d'ordinateur et t'as plus de console. Tu peux plus rien faire. Donc c'est pour moi le plus gros problème. C'est la réalité opérationnelle derrière le projet. Ça marche super bien, les techniques sont de mieux en mieux. Shadow, ça marche du feu de Dieu maintenant. Le seul problème, c'est moi je le vois, j'ai été pendant 3 semaines sans internet. Et bah voilà quoi. T'as plus de télé, t'as plus de console, t'as plus de PC, t'as plus rien quoi. Après j'ai envie de dire aussi, malheureusement on arrive dans une époque où mine de rien, même dans les jeux qui fonctionnent de manière locale, aujourd'hui si t'as pas internet, mine de rien tu pourrais de toute façon pas y jouer parce que soit les mises à jour, soit le multijoueur, soit tout ça. Donc en fait, si tu veux, l'environnement connecté aujourd'hui il est quasiment indispensable, que ce soit en cloud ou en local. Ou même zéro raison quoi. Genre Diablo par exemple, c'est vraiment genre non c'est pas qu'il y a du multi ou du machin ou des fonctions, c'est juste ils ont pas envie que tu lances le jeu sans te connecter. C'est bouclé quoi. NBA 2K c'est pareil, si tu veux faire continuer ta carrière mais t'as pas internet, tu peux pas parce que tu peux pas accéder à ton compte NBA 2K. Voilà. Donc on voit bien que c'est pas une technologie disons qui va à l'encontre des systèmes qui sont déjà en place, mais c'est au contraire une évolution naturelle qui accompagne disons des politiques déjà appliquées par les éditeurs ou par les devs. Ouais. En gros. Est-ce qu'on peut du coup faire un petit panorama du marché? Il y a différents acteurs. Tu as déjà nommé Shadow. Alors en quoi ça consiste Shadow? Peut-être Guillaume, tu peux nous éclairer là-dessus? Alors Shadow en fait il faut le voir comme un ordinateur complet en fait déporté. C'est-à-dire que contrairement à d'autres services de cloud gaming, parce que Shadow ce n'est pas un service de cloud gaming, c'est un service de cloud computing. C'est-à-dire que en fait tu as un ordinateur
complet à ta disposition qui t'appartient et auquel tu peux avoir accès de n'importe où en fait. C'est très différent d'un autre service qui va te proposer un catalogue de jeux ou alors d'autres, enfin une autre manière de jouer en tout cas. Comme Black Nut. Comme Black Voilà. Nut. Qui est un des acteurs du RPZ. marché. Voilà. Alors pour qu'on finisse sur Shadow, Shadow, donc c'est un PC as a service, c'est en bêta, c'est ça? C'est pas encore. Non, c'est totalement le service vendu, est vendu au grand public, tout le monde peut avoir aujourd'hui acheté un Shadow. Alors au niveau du tarif, c'est 29,95 30 € par mois. 30 En € fait, par mois. tu as trois types d'abonnements. Tu as l'abonnement mensuel qui est à 45 € ou 44,95. Ça c'est le sans engagement. Ça c'est le sans engagement. Après tu as un abonnement trimestriel, là c'est D'accord. 34,95. Et donc là tu payes pendant 3 mois ton abonnement. Et après tu as l'abonnement annuel où là tu payeras 29,95 par mois pendant un an. D'accord, voilà, donc là au moins on a à peu près la fourchette, parce que ça va devenir important dans la suite du débat. C'est pour ça autant préciser dès maintenant. Toi, Oscar, effectivement, Florent, tu as mis la transition sur la table. Toi, c'est un peu différent. C'est pas du cloud computing, c'est vraiment du game on nous, demand. chez en Black fait. Nut, c'est vraiment un service de jeu, À la demande. 14,99 par mois. Vous avez accès à 300 jeux différents. Ça augmente tout le temps. Il y en a des nouveaux qui sortent toutes les semaines. Et c'est vraiment c'est un accès à ce plaisir-là en fait, qui est sans installation, sans machin, sur un Shadow qui est un service que moi je l'utilise aussi, c'est un service super. Mais pour le coup, si tu veux un jeu, tu l'achètes en plus de ton abonnement. Donc tu faut l'acheter sur Steam. Donc tu raques tes 60 balles et tu le télécharges. Si tu veux essayer de faire de l'émulation sur des vieux jeux, tu as tes problèmes de DLL ou je sais pas quoi, etc. Enfin, il faut imaginer que c'est pas un ordinateur que nous on vend. C'est vraiment, tu cliques sur un jeu, il se lance sans avoir complètement transparent quoi. Donc, Pour faire simple, je suis désolé de te couper, pour faire simple, on peut dire c'est Netflix, mais pour le jeu vidéo. c'est quoi. exactement Voilà, ce qu'on c'est utilise ça. tout le temps, c'est Voilà. le Netflix du jeu vidéo. Et comme Netflix, comme tu le disais, ça, c'est effectivement... Bien dans le micro, s'il te plaît. Pardon, excusez-moi. Comme Netflix, comme tu le disais, c'est pour répondre à la question du public, c'est vraiment un accès hyper grand public pour le jeu. C'est-à-dire que nous, on n'est pas du tout dans un cadre gamer, etc. Nous, on parle à des gens qui sont des familles. Il y a du jeu pour enfants, on a du jeu pour tout le monde en fait. On a des jeux adultes aussi évidemment, mais on a un range de catalogue qui est monstrueux justement pour parler à tout le monde quoi. Vous avez votre propre équipe de création de jeux en même temps. Non, nous on n'a pas notre équipe de création, mais on a licensé du AAA avec Square Enix, on a licensé du petit indé, du gros indé, du jeu d'apprentissage, du multi. Okay. Nous l'idée c'est vraiment ça. Comme on vend du plaisir de jeu, par abonnement, il faut que tout le monde puisse trouver son prochain jeu préféré sur Black Nut. C'est ça notre motto. Alors on a Viop sur le chat qui nous pose la question, est-ce que Black Nut souffre pas trop de l'arrivée des services à abonnement des gros éditeurs type EA? Il apporte la transition toute seule, mais est-ce que justement le fait que les éditeurs créent des plateformes propriétaires, ça va pas finir par vous nuire aussi? Ça c'est un truc que nous on savait que ça venait, hein, c'est pas une énorme surprise, mais effectivement en gros t'as 3 modèles qui peuvent arriver. Soit on va avoir un truc où chacun crée sa plateforme dans son coin, mais on n'est pas certain que ça va marcher. Donc en gros t'as les exclus EA, les machins, et dans le jeu vidéo c'est déjà arrivé, sauf qu'on sait que en fait c'est la plateforme généraliste, c'est Steam qui a bouffé tout le monde. Donc c'est super, ils ont lancé Origin, c'était une très bonne idée à la base, mais c'est pas ça qui a fait le carton du siècle. Donc comme les abonnements et les plateformes d'achat fermées, t'en as pas une infinité, les gens ils vont tendre à graviter vers la plateforme centrale. D'accord. Et le deuxième modèle, c'est effectivement le truc où t'as les majors qui se mettent tout ensemble et qui possèdent une plateforme ensemble. Donc c'est Spotify, hein. Spotify c'était un truc indépendant, mais ils ont été rachetés en grande partie, toutes les majors ont investi dedans, et donc résultat tout le monde se retrouve dans l'industrie de la musique autour de Spotify. Et en gros le dernier modèle c'est tout le monde se tire la bourre et essaie de faire des micro-plateformes dans son coin, et chacun des éditeurs essaie de racheter sa micro-plateforme à lui. Et c'est ce qui est en train de se passer avec la vidéo par exemple. Ça c'est exactement ce qui est en train de se passer avec la vidéo, où derrière Netflix tout le monde essaie de se racheter son Hulu, son Amazon machin, son etc. Et on rendez-vous dans 5 ans. Et ouais, exactement. Voilà. 5 ans pour la fin du match, mais ça a pas l'air d'être super bien parti. Pentaro, tu voulais rebondir? Ouais, mais en fait l'idée c'est que les acteurs en question justement c'est des très très gros, hein. C'est Google, c'est Microsoft, c'est Amazon qui va arriver sur le cloud gaming, de toute façon on le sait, c'est juste une question de temps, mais ils vont arriver aussi. Donc, Google déjà avec Ubisoft. Voilà, c'était en fait on en est à des démonstrations techniques, parce que clairement Google il a dit voilà on est prêt avec Assassin's Creed Odyssey, et Ubisoft
Microsoft, mais c'est qu'un seul jeu, c'est en bêta, c'est via Chrome, c'est via le navigateur, tu vois. Donc ça change aussi. Microsoft avec le xCloud qui a été annoncé, dont on sait pas grand chose. C'est, pour moi, il y a d'autres questions qui sont en dessous du xCloud, mais j'en en parlera peut-être plus tard. Et Amazon qui vont arriver aussi. Pourquoi ? Parce que ces gens-là font du cloud à la base, ont des centaines de milliers de serveurs à travers le monde, et qu'à un moment donné, on se rend bien compte qu'au niveau des entreprises, on a vendu du cloud, donc le marché est saturé, et le relais de croissance, il vient où maintenant ? Il vient du gaming. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand Microsoft vend de l'Azure d'Office 365 à 80% des sociétés dans le monde, c'est un chiffre factice, mais ça donne une ordre d'idée, il faut de la croissance quand même d'année en année, et le gaming, c'est un relais de croissance. Et c'est pour ça que ça devient hyper important pour Google, Amazon et Microsoft de faire du cloud gaming. C'est un relais de croissance. Ouais, absolument. Enfin, la technique elle-même, elle est maîtrisable par plein de gens en fait. Mais il faut comprendre le cloud gaming particulièrement et le cloud computing comme des tours de magie en fait. C'est-à-dire Netflix, ils ont 1000 ingénieurs qui bossent H24 sur leur solution pour l'améliorer, mais personne n'en parle en fait. C'est-à-dire la technique, le grand public et les gens qui le consomment s'en tapent. Si tu veux, nous, ça nous fascine. Enfin, moi, ça me passionne. Chez Black Knot, on a 20 personnes qui bossent d'arrache-pied pour rendre la technique super meilleure. Le milliardième de seconde de streaming est gagné une semaine de taf ou 10 mois, tu vois, mais cette technique-là, elle passe en second plan par rapport à une vraie expérience en fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour le MP3, tu vois. C'est genre en fait, ouais, la technique, elle a évolué, mais c'est surtout la consommation des gens qui a changé. Guillaume ? Ouais, en fait, c'est plus global que ça. C'est-à-dire que le cloud, de manière générale, et le cloud grand public, c'est devenu maintenant un besoin en fait. C'est-à-dire que t'as la musique aujourd'hui, t'as la vidéo, et plus tard, et même aujourd'hui encore maintenant, tu auras le jeu vidéo. Et en fait, c'est devenu une nécessité, comme l'est devenu, je sais pas moi, par exemple le MP3 à une époque ou machin. En fait, c'est rentré maintenant dans un moule. Et aujourd'hui, en fait, tout le monde consomme du cloud sans savoir que c'est forcément du cloud. Ouais, je prends Netflix en premier. Ça se trouve, on aura des comment dire, toutes les grosses boîtes qui peuvent se permettre en fait d'avoir des serveurs parce qu'ils ont de l'argent et qu'ils savent que c'est l'avenir. Ils vont tous investir massivement dans ce genre de choses parce qu'ils savent que de toute façon les remontées ils vont gagner énormément d'argent avec ce système, tout simplement parce qu'ils maîtrisent complètement la technologie et ils vont pouvoir rincer toute la population et tous les gens qui justement s'intéressent à ce genre de choses sans même que les gens soient au courant que ça fonctionne comme ça en fait. Ouais. Alors que derrière il y a toute une machinerie comme l'expliquait Penta sur comment ça fonctionne et voilà. Alors dernière question peut-être sur cette partie, ça me paraîtrait important quand même qu'on finisse cette première moitié là-dessus. Comme tu l'as dit Guillaume, la clientèle est mûre parce qu'elle ne sait même pas elle-même qu'elle est mûre, donc c'est dire si elle est mûre. C'est qui aujourd'hui serait intéressé par le cloud gaming justement, mais au sens vraiment je sors ma carte bleue pour du cloud gaming? C'est tout le monde. Tout le monde, mais faut pas le vendre en disant c'est du cloud gaming, comme tu disais Oscar, la technologie, le grand public il s'en fout en fait. Faut le vendre en disant hey, tu peux sortir ton téléphone portable, ta partie d'Assassin's Creed que t'as commencé sur ta PS4, tu sors ton téléphone portable, tu la continues sur ton téléphone portable dans le métro. C'est comme ça qu'il faut le vendre. C'est tout, c'est ça. Et là les gens comme Netflix, t'as commencé ta série, t'es dans ton canapé, t'as dû partir, tu peux la continuer, t'es dans les transports, tu continues ton épisode. C'est exactement comme ça, c'est pareil. Et les gens ils savent pas que c'est du cloud, ils s'en foutent. Eux tout ce qu'ils veulent c'est la praticité du truc. Et c'est là que ce marché dépend de la qualité des infrastructures générales. Exactement. Parce que la 4G dans le métro c'est déjà un combat pas forcément évident. Ça devait être fait le 31 décembre 2017, on le rappelle. Voilà. À la place on a des métros bleus. Voilà. Super. Oscar, aussi... tu voulais rebondir? Excuse-moi. Ah pardon. Vas-y. En fait il y a aussi divers éléments qui rentrent dans le jeu sur pourquoi on va adopter le cloud gaming ou pas. Déjà c'est le prix par exemple des cartes graphiques qui est en train d'exploser et qu'on est en train de l'unité de valeur maintenant c'est un iPhone X, donc c'est un SMIC, donc la carte graphique qui arrive maintenant c'est un SMIC. Donc est-ce que les gens vont pouvoir se permettre de sortir 1 200 € tous les 2 ans, 3 ans pour refaire leur PC alors qu'avec 1 200 €, ça te fait limite 5 ans de cloud gaming. Déjà première chose. Il y a aussi les gens qui sont chez Apple qui ont des configurations qui coûtent 3 SMIC mais qui sont pas foutus de faire tourner un AAA correctement. Donc eux ils sont typiquement j'en sais quelque chose eux c'est typiquement aussi la cible pour aller dans le cloud gaming parce qu'ils sont frustrés de pas pouvoir jouer aux derniers AAA qui sont sortis. Donc il y a aussi toute cette population qui se disent j'ai pas les moyens de lâcher 1 200 €, 2 000 € dans un PC gaming, mais par contre je peux lâcher 20, 30 € par mois pour jouer. Donc il y a ça aussi, tu vois, c'est le fait que les gens ont confiance dans le cloud globalement maintenant, mais aussi à un moment donné, économiquement parlant, il n'y a plus photo quoi.
Très bien. Oscar, dernier mot avant la pause. Juste, en fait, je pense qu'on va vivre dans le cloud gaming exactement. Enfin, on vit déjà dans le cloud gaming exactement la même chose qu'on a vécu dans la musique, c'est-à-dire les gens qui sont des mélomanes, donc l'équivalent des gamers, vont défendre le fait qu'il n'y a que le vinyle et qu'il n'y a que ça de vrai et qu'il faut avoir la config physique. Mais en fait, la grande population, elle va passer au streaming comme on a vu dans les autres déjà médias. que la grande population est en train de passer au démat, donc là, ça va suivre. Très bien. Et dernière question de Yoshi Pops sur le chat, dirigée vers toi, Oscar. Est-ce que Black Nut est limité au 1080p comme pour le projet de Google ? Alors, nous, on limite pas en hauteur, mais on throttle, c'est-à-dire si jamais vous avez une connexion de daube, nous, notre principal souci, c'est que ce soit hyper réactif. Donc, on peut descendre en 480, etc. ou en 720. C'est qualité dynamique. Quoi. Exactement. Très bien. Bon, les amis, c'est sur un accent du Sud que va se terminer cette première partie du débat. On continue dans le cloud rap en s'écoutant. Grégoire, je te sens que tu veux l'annoncer. PNL. Eh oui. C'est terrible ce qui se passe là. Titouan, on t'embrasse. C'est terrible ce qui se passe. À tout de suite. De retour en plateau dans Hyperlink, votre cocktail de bulles de pixels consacré à l'actualité et l'écosystème du jeu vidéo. Toujours, Grégoire, as-tu apprécié cette pause ? J'ai retiré le casque à la seconde où on a arrêté de parler. Mais pourtant, il y a un petit groove, une petite basse, c'est sympa, ça prolonge un peu l'été. Autant le cloud gaming, c'est passionnant, autant le cloud rap, c'est... Ce racisme anti-jeune. Oh là là, non, mais écoute, voilà, c'est pas grave. ça arrive à tout le monde. Hein. Ça arrive à tout le monde. Je te ferai écouter du Maître Gims, ça te... J'ai hâte. Fantastique. Bon, les amis, on est toujours en plateau avec Oscar, Pentaro et Guillaume, tout va bien ? Ça va, nickel. Nickel, très bien. Écoutez les amis, on est parti pour la deuxième moitié du débat. On faisait un portrait robot du cloud gamer, hein, tout simplement, avant la pause. Comment est-ce qu'on séduit de nouveaux joueurs ? Justement, l'idée c'est que là, vous avez dit que la clientèle elle est mûre. Comment est-ce qu'on va la chercher ? Et comment est-ce qu'on élargit son assiette en fait, tout simplement. Peut-être Oscar, de ce côté-là, Guillaume. Si tu parles uniquement du cloud gaming entre guillemets, ce sera forcément les jeux et ça passera uniquement par les jeux. Donc le catalogue c'est le nerf de la guerre. Le catalogue c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que si par exemple un joueur qui se dit j'ai pas forcément les moyens de m'acheter telle ou telle console, j'ai pas forcément le moyen de m'acheter telle ou telle bécane pour pouvoir faire fonctionner mes jeux, j'ai la possibilité de pouvoir m'abonner à un service pour pouvoir jouer à ce jeu et dans les meilleures conditions possibles. Suivant ma connexion internet. Donc je pense que le portrait du joueur en cloud gaming, ça passera uniquement par la catalogue et la proposition de jeu en fait du service en question. Ouais, absolument. En fait, l'argument premier qui est de se dire non mais regardez, vous allez coûter 500 boules sur la console et machin et trucs. C'est un argument d'aujourd'hui, mais en fait, dès que les gens ils ont commencé à mettre les mains sur du cloud et qu'ils se disent ah mais attends regarde, c'est comme une console sauf que tu t'as pas acheté les jeux, tu cliques, tu joues à tout. En fait, si tu veux, c'est la praticité qui prend le dessus, quoi. C'est plus du tout les arguments market sur ah là là, on arrête les consoles, c'est beaucoup plus simple, etc. C'est ça et la découvrabilité, c'est-à-dire le fait que tu puisses jouer à des centaines de jeux sans avoir besoin de savoir ce qui sort, de machin, de trucs, etc. D'avoir une vraie curation, donc un vrai effort de moteur de reco, etc. Machin. Ça, c'est, pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est de réussir à montrer aux gens en fait que le jeu c'est pas aussi ce qu'ils pensent seulement, c'est beaucoup plus. D'accord, parce que là on avait cité des chiffres au tout début de l'émission justement avec le coût des abonnements. On imagine bien qu'on parlait de la vidéo justement avec Netflix, Amazon et disons la course à l'échalote un petit peu de la VOD qui risque de faire des morts au bout d'un moment parce que le portefeuille du consommateur est pas extensible. Si on y ajoute le jeu vidéo en plus, le catalogue est vraiment le nerf de la guerre là-dessus. Il n'y a pas d'autres arguments. C'est le jeu. Alors après, dans le cadre de Shadow ou même d'autres services, ça peut être aussi la configuration, parce que forcément, ce sont des services en fait qui se basent sur une configuration et un type d'utilisateur bien précis, qui sont tech friendly entre guillemets, qui connaissent un peu les composants et qui savent comment fonctionne leur jeu avec tel ou tel type de configuration. Donc forcément, ce seront des personnes qui vont être alertes sur la façon dont ils vont jouer à leur jeu et ils veulent de toute façon la meilleure expérience possible en dépensant le moins possible. Et donc on passera de toute façon l'argument principal et l'argument massu du cloud gaming. Je prends l'exemple de chez Nvidia ou même de chez Google ou même de chez Shadow par exemple. C'est aussi le prix parce que mine de rien, quand on en discutait encore tout à l'heure, des joueurs qui peuvent se permettre d'acheter des bécanes ou des consoles aujourd'hui, mine de rien ils se font quand même de moins en moins nombreux et c'est vrai que c'est toujours tentant comme un Netflix ou comme n'importe quel autre service de pouvoir dépenser le moins possible pour pouvoir jouer dans les meilleures conditions
conditions. Florent? Là-dessus, je suis pas enfin, le grand public, il s'en fout de la configuration de ton Shadow, du service qu'il y a derrière. Lui, tout ce qu'il veut. Je parlais pas du grand public, je parlais vraiment du parce tech que friendly. là, on parlait, c'est eux qui sont le vecteur. Comment aussi, essayer de séduire le grand public à les amener sur le cloud gaming. C'est simple. Par exemple, il suffit de reprendre. Tu parlais de Spotify tout à l'heure. Entre Spotify et Deezer, pourquoi Spotify ça a marché? Malgré que Deezer, ils étaient au taquet. Pourquoi? C'est simple. Leur appli mobile, elle est nickel. Elle te propose des trucs, ça marche tout seul, ça marche sur tous les téléphones. Que Deezer, c'était au début, maintenant ça marche bien. Mais au début, c'était laborieux. Et c'est simple, tout ça, c'est le même prix les deux. Alors qu'est-ce que je fais? Moi, je suis grand public, j'y connais pas. Ah bah celui-là, ça marche très bien sur le téléphone de mon gamin de 12 ans. Oh bah je lui prends celui-là. Voilà, c'est tout. Ouais, et là, c'est exactement la même chose. C'est le truc du tour de magie en fait. Enfin, tu vois, on parlait des arguments. Le fondateur de Black Knot, c'est le mec qui a mené pendant 15 piges la standardisation du format MP3. Enfin, c'est un tueur de chez tueur en tech, mais on n'en parle jamais. C'est pas un argument de vente pour nous en fait. Tu vois, enfin, nous c'est vraiment genre regardez, on a les meilleurs jeux. Enfin, on a parmi les meilleurs jeux du monde. On essaie d'avoir le meilleur catalogue. Et c'est exactement ce que tu dis quoi. C'est vraiment 100% le plaisir de jeu. C'est ça qu'on vend quoi. Complètement. Alors on a Viap sur le chat. Combien d'abos à 15-20 euros par mois le grand public est-il prêt à accepter? C'est ça le problème, c'est qu'en fait avec le cloud, tu vas multiplier un peu les services. Je pense à Spotify, je pense à Netflix, je pense à plein d'autres services, et forcément ça va inclure des coûts chez l'utilisateur ou même le tech friendly, on va dire, qui va se retrouver avec une liste d'abonnements mirifique, et il va se dire est-ce que je suis prêt à lequel je vais abandonner, lequel je vais continuer. Regarde par exemple pour le club gaming, disons c'est 20 € ton abonnement par mois, donc par an c'est 240 €. Donc 240 €, c'est quoi? C'est 4 jeux que tu achètes par an. Je pense que le grand public, ils achètent 4 jeux, voire plus. Donc en fait, c'est déjà rentable dès la première année en fait. Enfin, si les jeux que tu voulais acheter, tu les as sur la plateforme à laquelle tu t'abonnes. Et c'est là où on revient, le nerf de la guerre, c'est le catalogue et ce que tu vas avoir sur la plateforme à laquelle tu es abonné. Et s'il faut pas, voilà, tu fais des choix. Alors, il y a Oscar qui m'envoie une question très intéressante, mais que je garde un petit peu pour la fin du numéro. Ne grillons pas les étapes. Mais tu parlais tout à l'heure de le catalogue, c'est le nerf de la guerre, et que aujourd'hui le public qui est prêt à claquer 500 € Day One pour une console se fait de plus en plus rare. Est-ce que le cloud gaming va signer la fin de la guerre des consoles? Pentaro peut-être. Ouais, en fait, il peut signer la fin des consoles si à un moment donné les opérateurs télécoms se disent mais nous on a des box dans tous les foyers français. Et en fait, le cloud gaming ne nécessite quasiment aucune puissance pour faire tourner ce cloud. Mais Bouygues s'est cassé les dents là-dessus, par exemple. Oui, pourquoi? Parce qu'ils avaient un catalogue de merde. Mais si, à un moment donné, Orange s'allie avec un Microsoft, avec un Sony ou avec un Black Knot et dit vous branchez votre Orange Box, vous avez votre manette Xbox et vous avez 600 jeux accessibles pour 10-15 € par mois, l'opérateur va être content parce qu'il va enfin se faire plus d'argent par abonné, chose qui est très compliquée pour eux en ce moment, parce que c'est ça en fait, les opérateurs en niveau de telco, à la base, ils comptaient vendre un abonnement fibre optique entre 70 et 100 € par mois. Donc toutes leurs études de déploiement c'est fait sur ces chiffres-là. Free est arrivé et a dit non, c'est 30 € la fibre. Du coup les opérateurs ils ont un manque à gagner parce qu'ils comptaient vendre 70 € par personne, ils en ont 30. Donc s'ils peuvent grâce au cloud gaming dire voilà, on peut vous vendre 20, 25 €, 15 € d'abonnement en plus par mois, eux ça va être un plus de revenus par abonné, sachant qu'ils négocieront peut-être ces prix avec un Microsoft ou un Google à 10 ou 5 €, eux en termes de prix de gros, tu vois. Et je rajoute, t'as même pas besoin de la box, les télé connectées ça suffit. Il y a l'appli Black Knot marche déjà. Bien sûr, avec les télé connectées Android, sauf que pour l'instant il y a plus de box dans les maisons que de TV connectées si tu veux. Et là du coup en plus les box sont en Bluetooth, donc tu branches ta manette, c'est en Bluetooth et tu joues directement. Donc ça pour moi ça peut tuer la console. Mais bien sûr quelqu'un qui soit en région parisienne, il y a des gens qui ont de la DSL 512 kg, tu vois, donc c'est pas une question de province ou pas. Quelqu'un qui aura 512 kg de bande passante, forcément achètera sa console, achètera son PC parce qu'il aura pas de choix. Oui, Grégoire. Après c'est aussi une sorte d'idée générale que les consoles vont disparaître. Si on regarde, il y a un consensus. Si on parle d'EA et de Microsoft à la dernière E3, pour eux c'est acté que on est sur la dernière ou quasiment dernière génération.
Yves Guillemot aussi du côté d'Ubisoft, pareil. Il croit, il l'a dit mot pour mot que Il le répète, il le répète, l'avenir c'est le cloud gaming et on est sur la dernière génération de consoles. Il y a peut-être que Nintendo qui croit encore que sa Switch va durer une décennie. Même pas, ils en font du cloud gaming. Hein. Voilà. Donc, avec Resident Evil 7, Assassin's Creed Odyssey et Final Fantasy Star Online. Enfin, Fantasy Star Online. À partir de là, en fait, à partir du moment où tous les acteurs du marché commencent à le croire, on peut dire que c'est acté. Quoi. Et tu as anticipé ma question, c'est qu'à partir du moment où tout devient une affaire d'infrastructure et tout ça, est-ce que c'est pas là que Nintendo est le plus faible? Est-ce que c'est pas là que Nintendo va mourir? Alors Nintendo va pas mourir parce que on sait le trésor de guerre. Voilà. Leur licence. Sauf qu'il va falloir qu'il y ait vraiment qu'ils s'y mettent, et puis leur licence, comme vous dites, leur licence sont ouf, mais il va falloir parce que Nintendo à niveau même là leur shop et le online de la Switch là, voilà quoi, tu vois. Tout N-Sex que je suis, je paye pas. C'est les trucs que Xbox fait depuis la première Xbox, fait mieux que Nintendo maintenant en 2018. C'est dingue. La première Xbox c'était il y a quoi, 13 ans, 15 ans. Et puis même la Wii U avait un meilleur système que la Switch. Ouais, voilà, donc après ils vont pas mourir quoi. Pour Yves Guillemot, en fait, il y a aussi un intérêt commercial pour lui, c'est qu'à un moment donné, si tous les acteurs majeurs sont sur du cloud gaming, eux ils ont plus à se faire chier à faire un portage PS4, un portage Xbox, un portage PC. Parce que ça va tourner sur du x86 de tous les côtés. Donc eux, en termes de temps de développement, t'imagines si on te dit du jour au lendemain, t'as plus de temps à perdre sur 3 plateformes. Tu développes une version et c'est la version que tout le monde va avoir avec une expérience à l'autre bout identique. C'est vrai que pour les économies chez les éditeurs, mais là c'est des millions d'euros qui sont en jeu. C'est pour ça que Yves Guillemot est super motivé par le cloud gaming. Tu m'étonnes. Et puis il gagne plus. Il gagne plus tout simplement. Sur des matchs Steam, même si Steam prend 30 ou 40%, Ubisoft ça fait plus sur un Assassin's Creed vendu sur Steam qu'un Assassin's Creed vendu en boutique. Et c'est là que les consoliers vont pas être très contents parce que du coup ils touchent pas leur commission. Exactement. Et voilà. C'est pour ça qu'ils veulent se mettre au cloud. Mais c'est vrai que, ça c'est un peu de la tambouille interne. Mais nous, si tu veux mettre un jeu sur Black Nut, tu me le donnes en exe Windows ou en Linux. Et ensuite, moi, je stream de la vidéo, donc je le rends compatible par défaut pour Mac, pour Linux, pour TV connectée, pour tablette, tu vois. Enfin, c'est un truc aussi entre ça et le fait que les consoles, qui sont quand même des trucs qui coûtent méga rush à produire en termes de bilan carbone, vont disparaître et qu'on se met à mutualiser en fait les infrastructures informatiques, ce qui a franchement du sens pour la planète. Moi, franchement, j'adore les consoles, j'ai plein de vieilles consoles, mais je souhaite leur disparition en fait. C'est pour moi non seulement inévitable parce que toute l'industrie dit que ça va aller vers là, mais c'est souhaitable aussi, tu vois. Même en termes de R&D, ça coûte des centaines de millions de dollars à développer une nouvelle console. Donc si tu dis un PlayStation ou un Xbox, c'est fini, maintenant je te fais économiser 500 millions de dollars sur 5 ans de R&D, le mec il va dire oui tout de suite. Non mais tu vois. Non mais c'est évident, c'est évident. En fait, ce qui est vraiment dommage pour le coup, c'est dans la multiplication des acteurs du cloud et notamment pour les jeux en eux-mêmes, c'est qu'en fait, tu auras forcément du contenu exclusif à certaines plateformes, comme on le voit aujourd'hui avec les consoles, et que ça, malheureusement, ça risque pas d'arrêter, ça va pas arrêter, et forcément, tu auras des offres commerciales avec tel ou tel éditeur pour tel ou tel type de jeu, et en fait, on restera dans le même carcan. C'est juste qu'en fait, la plateforme sera juste pas la même. Sauf si tu vas sur un modèle à la Spotify où tous les grands acteurs possèdent des parts de la même entreprise et donc résultat ils ont tous leur bille dans le truc. Entre la musique et le jeu vidéo c'est quand même complètement différent. Non on est d'accord, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est possible quand même. Florent, dernière intervention avant qu'on passe au dernier point du débat. Il y a un dernier point qu'on n'a pas abordé par rapport au cloud gaming et par rapport aux éditeurs et aux consoliers, c'est le piratage, parce que le cloud gaming supprime totalement en fait le piratage, vu qu'en fait t'as juste à te connecter à ton compte pour jouer, donc tu te connectes, plus personne ne peut venir pirater, faire un crack sur ton jeu PC ou hacker ta console, tu vois, pour hacker ta connexion peut-être. Ouais, après tu te fais hacker ton compte. Alors, c'est différent, mais physiquement ton jeu n'est pas volé quoi. Ton compte a été volé, mais ton jeu n'est pas volé quoi. L'éditeur lui il perd pas d'argent sur le jeu, sur un jeu qu'il a pas vendu quoi. Tu vois, parce que quelqu'un l'a téléchargé alors qu'il était piraté. Tu vois. Et par rapport aux questions de piratage, c'est là qu'on en vient du coup au point que tu avais soulevé, Oscar, en me passant le petit feuillet. C'est quid de la licence globale? C'est une question qui s'est posée avec la musique justement. Est-ce qu'on supprimerait pas le piratage avec une licence globale? Et c'est l'idée qu'effectivement ça répond à la question combien les gens peuvent payer d'abonnements différents. La licence globale c'est aussi ça quoi. C'est l'idée que tu payes je sais pas 50, 60, peut-être 100 balles par mois et dedans t'as la musique, la vidéo, les jeux à l'infini quoi. Et une des questions c'est de savoir qui est l'acteur qui va soit racheter suffisamment de boîtes pour faire ça, soit se lancer tout seul à poil dans le truc quoi. Mais je pense que c'est inévitable que dans les années qui viennent on voit quelqu'un qui apparaisse et qui teste ça au moins. Steam.
Tu crois pas Ouais, c'est bien non, sur, du jeu vidéo. sur le chat, ouais. on a Yoshi Pops qui posait la question justement si Steam se mettait au cloud gaming, mais je crois que c'est déjà le cas. Non. Non, ils le font pas du tout. Non. Est-ce qu'ils vont pas tuer le game s'ils le font? Ils peuvent, ils ont le plus gros catalogue. Ouais, mais ils ont pas la structure cloud. Et ils ont pas les licences. Hein. Enfin, moi, j'ai développé des juste- jeux pour Steam. J'ai pas signé pour le cloud, donc il faut qu'ils renvoient des docs à tout le monde et c'est pas sûr Mais que ils tout peuvent le très monde bien s'y s'allier à un gros acteur du marché tel que Microsoft Absolument, ou ouais. même, Je sais pas, Facebook, tu vois. Apple. Ah ouais, voilà, Apple, ce genre de choses. tu vois, ouais. Ils peuvent très bien s'allier à des gros pour pouvoir commencer, ne serait-ce que pour certains types d'utilisation et un certain type de jeu, pour commencer à rentrer dans le cloud, mais de toute façon c'est inévitable. Et ce qui va être dommage en termes de, enfin, si on prend vraiment au long terme, c'est justement, on parlait de licence globale, mais s'il y a la multiplication des acteurs, en fait, le client ou en tout cas l'utilisateur qui va vouloir ne serait-ce que pour le jeu vidéo, pouvoir jouer à son jeu de n'importe où, et voilà, il va devoir s'abonner à tel ou tel type de service pour avoir tel ou tel type de contenu. Et ça, malheureusement, Ouais, bah on sait pas encore où est-ce que ça va Ouais. donner. Bah là c'est pareil, il faut que tu achètes les 3 consoles pour jouer à tous les jeux, donc tu vois. Ouais, tu vois, Ça dépend de l'utilisateur que tu es. Hein. Effectivement. Dernière question qui avait été soulevée rapidement par Romain Vincent dans l'émission qu'on avait consacrée à l'histoire et à la pop culture. Posait la question de est-ce que cloud gaming ce serait pas un levier pour l'utilisation pédagogique du jeu vidéo qui ferait du coup sauter la barrière du hardware? Je pense notamment si on peut jouer à Assassin's Creed sur Google Chrome en classe ou au CDI. Est-ce que ça peut pas être un cas de changement d'usage vis-à-vis du jeu vidéo? Oui, Grégoire. Perso, bof, avec beaucoup de réserves parce que, enfin, encore une fois, pour jeux vidéo, dans le cas de reconstitution historique, il y a toujours l'arbitrage entre exactitude, véracité des faits Oui. et romance, nécessité impératif de divertissement. On va pas refaire le débat, mais oui, Oui, effectivement, merci et de moi rappeler. je pense sincèrement, même si avec la gaming, etc., n'importe quel éditeur, n'importe quel studio, et voilà, va toujours donner priorité au divertissement parce que c'est ce qui permet de générer plus de cash, d'alimenter tous les jeux qui vont suivre derrière. Ouais. Et donc voilà, Mais est-ce qu'il peut pas y avoir une plus forte interpénétration entre le ludique et le ça pédagogique? m'étonnerait quand même. Là-dessus, en fait, moi, c'est ça un des trucs qui me fascine, en tout cas chez Black Knot dans notre R&D, c'est qu'il y a la course vers le haut, à la perf et tout, faire tourner des gros jeux machin, et il y a une course vers le bas aussi, qui est de réussir à faire tourner Black Knot sur, en gros, du Pentium 4, tu vois, enfin, genre, essayer de... Et en fait, là, on fait un partenariat avec Thomson sur des PC hyper entrée de gamme à genre 100 balles, 150 balles, je crois, le PC, où t'as un abonnement Black Knot avec des mois offerts, etc. Parce que, résultat, on peut mettre du AAA sur un PC à 100 balles, quoi. Et cette course vers le bas, moi, elle me fascine aussi, en se disant, en fait, effectivement, on va pouvoir ramener du jeu dans le browser, dans des trucs sans configuration de jeu. Et pour moi, en tout cas, c'est une des barrières que j'ai toujours voulu casser, quoi. Enfin, ça fait 6 ans que je bosse sur la question de comment on fait jouer des non-joueurs. Et ben avec des jeux différents, avec du vrai plaisir de jeu, et aussi en se passant des UX complètement pourris, des trucs, enfin des UX trop orientés vers des tech friendly, et effectivement vers le hardware vers le bas, quoi. Très bien, ce sera le mot de la fin. Vous savez ce qui vous reste à faire. Le Bon Coin, onglet informatique. Voilà, faites des stocks, c'est important. Les amis, merci pour ce débat. Merci pour votre intervention très pertinente sur le chat aujourd'hui. C'est l'heure de sévir, malheureusement. Hein, je crois que c'est la fin du débat, ça veut dire le début du quiz musical, je crois. Hein. Oui. Il va y avoir du PNL. Oui, évidemment, c'est le jingle, c'est moi, c'est normal. Alors, cette semaine, le quiz musical s'appelle La tête dans les clouds. Alors, la blague a déjà été grillée par notre bien-aimé community manager Elisa, je crois, sur le tweet de teasing. Mais bon, voilà, la tête... Elle était pas là quand on l'a trouvée, celle-là. Ah, elle était pas là, mais bon, la tête dans les clouds, je pense que c'est à peu près évident. Vous saisissez un petit peu la thématique. Ce sera donc un quiz un peu aérien. Voilà. FF7. J'espère que c'est pas PNL. J'espère qu'il y a pas PNL. Non. Alors on va rappeler un petit peu le principe du quiz. 5 morceaux, 1 point par bonne réponse. Si vous n'avez pas la bonne réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Comme ça, personne ne parle en même temps, les auditeurs peuvent jouer. Et vous recouvrez s'il vous plaît les écrans avec les feuilles parce que le chat joue aussi. C'est parti, premier morceau. Guillaume là. Kid Icarus Uprising. Kid Icarus Uprising, très très bien. Kid Icarus Uprising, The Return of Palutena, le morceau introductif du jeu. Premier niveau, composé par Yasunori Mitsuda et Natsumi Kameoka. Non, on sait déjà qui va gagner de toute façon. Voilà. Ah bah on est au kawaii tous les le kawaii. Hein, tous les premiers lundis du Voilà, mois. vous faites tous les quiz représente. musicaux de tous les bars de Paris, donc de toute façon. Voilà, les dés sont pipés dès le début. T'es content d'être de ce côté-là, Pentaro? Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, hein. Alors, 1-0 pour l'équipe rouge, deuxième morceau.
Il n'y a pas que du jeu vidéo. Je le sais. C'est un animé. long métrage d'animation. C'est Your Name. Ce n'est pas Your Name. Ah, c'est pas Your Name. Seb s'est arraché les cheveux de l'autre côté. La thématique est aérienne. Voilà, ça se passe. Ah mais oui. Laputa Laputa, bravo, Barro bien joué. Pentaro. C'est effectivement le château dans le ciel. Le thème principal composé par notre bien-aimé Joe Hisaishi, qui sera en concert à la Philharmonie de Paris, si je ne dis pas de bêtises, au mois de février. 2-0 pour l'équipe rouge. Troisième morceau. Florent, tu n'oses pas, mais tu l'as. C'est un jeu. C'est un Kirby, non? C'est un Kirby. Mais c'est pas, Attention, maintenant, faut donner le bon. c'est pas le premier. 5, 4. Yarn. J'ai rien dit, moi. Pardon? C'est Yarn, non? Lequel? Yarn. Kirby's Epic Yarn? Non. Guillaume. Réfléchissez bien à la sound font un petit peu. La police sonore. Ouais. C'est pas celui sur 64? Il me faut le titre. Kirby 64. Oui. 3-0 pour l'équipe rouge. Le titre complet étant Kirby 64 The Crystal Shards. Voilà, c'est ça donc que je le cherchais. Above the Clouds composé par Jun Ishikawa et Hirokazu Ando, qu'on retrouve également sur Super Smash Bros. Melee. Quatrième morceau. Retour dans le monde du cinéma. Je l'ai revu il y a pas longtemps, ce film. Alors, c'est un film d'animation où nous retrouvons notre bien-aimé Charles Aznavour. Putain, je l'ai revu il y a pas longtemps. C'est un gros indice que je viens de vous donner pourtant. C'est un grand studio d'animation. Ratatouille. Ce n'est pas Ratatouille. Il n'y a pas de ciel dans Ratatouille. Faut réfléchir à la thématique. Putain, j'ai cru que c'était Mais ça. effectivement, tu es pas loin. Bah c'est là-haut. C'est là-haut, Ah, bravo c'est là-haut, Guillaume. voilà. Et 4e point de suite pour Guillaume. Tu nous fais comme Cédric la semaine dernière. C'est très très bien. Je me récupère, fatigue moi-même. 4-0 On leur pour donne l'équipe tous les rouge. indices et il ramasse. Félicitations. C'est triste. Écoutez. Non, on En est plus, mauvais, sans on déconner, assume notre mauvais. Je l'ai revu la semaine dernière là-haut, quoi. Et je dis Ratatouille. Et pourtant, Aznavour, c'est quand même un gros indice. Je ne sais pas. Bon, 5e morceau. C'est un RPG de Square avec Cloud. Non. Ah putain, c'est C'est Chrono Trigger. C'est et c'est le Chrono Trigger. Corridor of Time. Corridor of Time de Chrono Trigger. Évidemment, 5-0 pour l'équipe rouge. Mon Dieu, mais ça fait 2 semaines de suite. Je crois que l'équipe rouge, c'est la bonne équipe où il faut se mettre, hein, je crois. Non, mais c'est normal, il y a Guillaume. Guillaume, il est invincible. Alors, Il est invincible. jusqu'au bout, tu as cru que j'allais mettre FF7. Non, c'était là pour la blague, je savais bien que t'allais pas le mettre. Je t'avais proposé dès qu'on là a là. préparé le quiz tous les deux. Je savais bien que t'allais pas le mettre. Oh là là, bon. Et puis en même temps, voilà, sinon ça aurait un petit peu trop forcé. Ça aurait pas je été pense. drôle. Voilà. Une prochaine fois peut-être. Fallait mettre effet fuite. Là, c'était drôle. Là, c'était drôle. Bah, pour un autre quiz peut-être qui s'appellera autre quiz, peut-être. qui s'appellera Porte de Saint-Cloud. Je ne sais pas. C'était la dernière chanson. C'était la dernière chanson. C'était la dernière chanson. Putain, je suis deg, j'aurais pensé que t'allais mettre du Cloud François. Bon, on va se Tu sais calmer. que pour arriver à Spécial battre Calais. Carrel sur les blagues nulles, franchement, faut le faire. Là, c'est RPZ. je te tire mon chapeau. Alors, 3 mots. Pierre-Alexandre Rouillon. Oui. Voilà. Gros bisous, Pipo, si tu nous Qu'on écoutes. embrasse, et qu'on embrasse évidemment. C'est la fin de ce quiz musical, 5-0 pour l'équipe rouge. Ça veut dire qu'on doit vous payer un coup à boire, non? C'est pas ça que ça veut dire, ça? Et on ne parle pas sur le jingle, merci Ah, Florent. excuse-moi, c'est vrai. Mais coup à boire, oui, on règle ça après l'émission. C'est l'heure des recos. En avez-vous, les amis? Grégoire, je me tourne vers toi. Oui, j'ai oublié cette partie de l'émission. Alors je vais recommander l'émission d'Hyperlink, puisque de toute façon maintenant on passe du PNL, donc c'est génial. Recommande le Before Et non, sérieusement, j'en ai une. C'est un film d'un réalisateur dont j'ai déjà parlé dans une autre émission, Kari Fukunaga, Oui. que j'ai terminé aujourd'hui, qui s'appelle Sin Nombres et qui est sur les maras d'Amérique centrale. Donc c'est l'histoire croisée, enfin c'est l'histoire d'un côté d'un marero qui va remonter vers les États-Unis pour X raisons et qui va croiser la route d'une famille qui elle aussi fuit alors je dirais que c'est le Honduras, mais je suis pas sûr, je suis pas allé vérifier. Ça parle du Salvador, du Mexique, donc par défaut je dirais que notre pays c'est le Honduras. Donc film de migration, Voilà. très chargé politiquement. Très chargé politiquement, très axé documentaire aussi. Mhm. Donc ça c'est le côté que je reproche un peu, c'est que c'est pas du tout romancé. D'accord. Donc un peu l'histoire qui se laisse
laisse absorber et qui se laisse suivre et découvrir. Voilà. La violence est omniprésente, évidemment. C'est un film très très sombre qui laisse pas beaucoup d'espoir quand même lorsqu'on... Enfin, j'y suis jamais allé, mais ça donne pas forcément envie d'aller découvrir ces pays-là, malheureusement. Et voilà, mais c'est un très très beau documentaire qui... Du Fukunaga, quoi. Fukunaga. Voilà. Bah, c'est un regard très naturaliste, on dira. Oui, absolument. Florent. Oui, moi j'ai une reco. Je vais recommander, vous savez, mon amour du basket. Alors je vais recommander une chaîne YouTube que je croyais morte et qui est ressortie de ses cendres cette semaine. Diablo X9. Non, ça s'appelle The Ball Never Lies. Ça faisait 1 an qu'ils nous avaient pas sorti de vidéo. Et là, ils nous ont enfin sorti une vidéo. Donc c'est tenu par l'un des compères de trashtalk.co, hein, peut-être le plus grand site français sur l'actualité de la NBA. Enfin, les puristes, voilà. Et c'est vraiment une chaîne YouTube qui fait des épisodes de séries documentaires d'environ 20 à 30 minutes à chaque fois sur un grand joueur de la NBA, un grand joueur de basket en général, parce qu'il y a aussi des Français de la NBA. Et c'est vraiment très bien, c'est pour tout le monde. Si vous connaissez la NBA, évidemment, vous allez kiffer. Mais si vous connaissez pas le basket, vous avez envie de vous y intéresser, sur les grands joueurs, on revient sur toutes sortes de joueurs et à travers tous les âges. Et on revient sur toute leur carrière, leur vie, ce qui se passe, les moments marquants les matchs marquants, leurs moments. Donc c'est vraiment super bien écrit. C'est toujours très facile d'accès et pour moi c'est la chaîne YouTube sur le basket que je préfère. C'est simple, et je la croyais morte et là ils ont ressorti une vidéo qui est, voilà, depuis 1 an ils n'avaient rien sorti, et là ils ressortent une vidéo, donc je suis aux anges. Franchement, allez voir cette chaîne YouTube, ça s'appelle The Ball Never Lies, la balle ne ment jamais, et c'est tellement vrai en plus comme nom de... Voilà. Donc allez-y, faites-vous plaisir et vous allez vraiment kiffer les vidéos, quoi. Vous avez... Très très bien, bon, on reste de ce côté du plateau. Oscar, je te vois pétiller. Ouais, non, moi il y a un jeu qui m'a complètement emporté récemment qui s'appelle Tiny Echo. C'est un jeu qui est on joue un petit facteur. C'est un peu un point and click, donc très facile d'accès. On joue un petit facteur dans le monde des esprits qui doit distribuer des lettres. Et ce jeu ressemble à un film, à un Ghibli, quoi. Il est magnifique, c'est tout en aquarelle, hyper subtil et tout. D'ailleurs, c'est un jeu que vous pouvez retrouver sur Black Note. Je viens d'y penser. Mais en fait, non, mais c'est genre. Oui, non, fais pas genre. Comme avec Black Note, on a un essai gratos. Vous pouvez jouer gratuitement à Tiny Echo. 14 jours. Voilà. Et vraiment, enfin, c'est d'une subtilité que même moi, qui quand même bosse dans le jeu vidéo depuis un bout de temps, m'attendais pas à ressentir en fait sur un jeu. Et d'ailleurs, voilà, si vous voulez le tester ou l'acheter sur une autre plateforme, faites bien ce que vous voulez dans vos lives. Mais franchement, faut l'essayer. C'est une pure merveille ce jeu. Tiny Echo. Très bien. Pentaro. Oui, une reco série de télé, Halt and Catch Fire, qui voilà, parce qu'on est un peu dans le thème quand même. Halt and Catch Fire, en fait, qui retrace vraiment toute l'origine de l'informatique, en fait. Alors l'origine moderne, hein, on parle pas de Turing et Charles Babbage, mais vraiment des premiers PC personnels, justement des mainframes, des PC personnels. C'est vachement bien foutu, ça prend pas le spectateur pour un con, donc ça raconte pas n'importe quoi. Donc c'est vraiment très très bien, ça a du punch, c'est rigolo, c'est amusant, enfin c'est vraiment parfait. Donc Halt and Catch Fire, vraiment à regarder, ça se laisse bouffer et c'est fabuleux. Alors c'était diffusé sur Canal+ à une époque, où est-ce qu'on peut retrouver ça ? Aucune idée. Ok, bon à la mais Fnac. Il faut le voir, hein. Débrouillez-vous, il faut le voir. Je crois que c'est sur Canal Play, mais je suis pas sûr. D'accord, très bien. Et toi, Guillaume ? Eh bien, la dernière fois, j'avais recommandé à mon dernier passage un manga, et cette fois-ci, je vais recommander un jeu. Oh. Voilà. Alors. En fait, j'ai joué. C'est pas un Souls, j'espère. Non, c'est pas un Souls. J'ai joué et j'ai redécouvert Forza. Avec Forza Horizon 4, et qui est un très 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 bon jeu de caisse. Alors moi j'aime bien l'appeler comme le jeu de caisse des gens qui n'aiment pas les jeux de caisse, tout simplement parce que en fait ça a pas, enfin même si t'as toutes les licences des voitures, tu as tout un enrobage en fait de courses et tu as quand même une technicité dans le gameplay. Ça reste quand même un jeu super plaisant auquel tout le monde peut s'amuser. En fait t'as des grandes, enfin le setup de Forza Horizon 4 c'est la Grande-Bretagne, donc t'as plein d'environnement à vallonner avec ta caisse, et surtout en fait t'as un gros changement au niveau du jeu qui est le changement des saisons, et ça apporte vraiment quelque chose au niveau du gameplay, dans le sens où en fait c'est un festival, et en fait il y aura des courses en fait qui vont changer en fonction de la météo, en fonction de l'ambiance de la course, et ça a vraiment une sacrée incidence, et le jeu est magnifique, la bande son elle déchire, enfin bref c'est vraiment un pur jeu de course, et je le recommande à tous les gens qui n'aiment pas les jeux de course parce que justement c'est fait pour ça. Donc tu me dirais que
c'est la parfaite combinaison entre Outrun, Animal Crossing et The Witcher. Outrun, c'est la bonne. Alors The Witcher, je suis pas sûr de suivre, mais pourquoi pas. Pour le monde ouvert. Pour le monde ouvert, non. non. C'est vrai que tu parcours un peu les plaines, mais bon après ça s'arrête là. En vrai, Forza Horizon depuis le 3, c'est le meilleur jeu de bagnole du monde. Mais si t'aimes pas les jeux de bagnole, comme disait Guillaume, ça peut être arcade et tout. Tu laisses en mode normal les trucs, c'est arcade. C'est le jeu de chill par excellence. Tu fais des jumps de ouf, t'écoutes de la bonne zik, etc. Si t'as envie de te faire le pur hardcore, tu rentres dans les réglages, tu changes tout, tu mets tout en simulation, et là le jeu c'est une simulation. C'est Gran Turismo en open world quoi. C'est ça qui est génial. Et ben j'y jouerai en cloud puisque je n'ai pas d'Xbox One, donc bon. Tu peux jouer sur PC. T'as pas de PC. Non, je suis de la marque à la pomme, comme tu le sais. Avec Shadow, il tourne sur Shadow of Horizon 4. Ah bah voilà. Tout est réglé. le mois prochain peut-être. Écoutez, moi niveau reco, je mords un petit peu sur l'actualité parce qu'il y a The Predator de Shane Black qui sort et les vieux pots faisant les meilleures soupes, je vous recommande Predator de John McTiernan, film de 1987 avec Arnold Schwarzenegger. C'est une leçon de cinéma d'action, c'est fantastique. On te prend la plus belle bagnole du monde, à savoir Arnold Schwarzenegger, le film d'action des années 80 avec Schwarzenegger, et on va te le démonter pièce par pièce. On va te retirer les pneus, on va te retirer les guns, on va tout te retirer, et à la fin il reste quoi? Il reste le moteur, et on va te montrer comment il fonctionne. Et t'as le cœur de ce qui fait le cinéma d'action, et à la fin c'est Die Hard quoi aussi. Oui, bien sûr, mais là je trouve que Predator a une démarche d'épure tout au long du film qui est assez incroyable. Alors on rappelle l'histoire, c'est un commando qui va sauver des médecins dans une jungle, et ils sont les médecins apparemment se seraient fait trucider par une espèce de force étrange qui habite dans la forêt, et il y a toute une partie de tuerie par cadavre interposé qui va se faire. C'est assez hallucinant, c'est un film assez court en plus, donc franchement allez-y, foncez, c'est vraiment excellent. Autre reco, What Will Be Left of the People Who Make Our Games, article de Polygon signé Catherine Cross. J'ai vérifié si l'autrice était la bonne, et c'était effectivement ça. Article passionnant qui revient sur je dirais 2 siècles de unionization, de syndicalisme justement dans les métiers créatifs et les métiers de la construction aussi, notamment également les droits des femmes dans ces métiers là, et la manière dont ça se télescope avec les problématiques qui se posent avec le jeu vidéo actuel. Donc c'est un article assez long, très très fourni, donc allez-y, c'est sur Polygon. Faut parler anglais en revanche, c'est le seul compromis, mais c'est une très très bonne lecture que je vous recommande cette semaine. Voilà, je pense qu'on est bon. Comme dirait l'autre, c'est la fin des shows. Et c'est la fin de ce numéro d'Hyperlink. Où peut-on vous retrouver, Oscar ? Sur blacknut.com, mais également à la Paris Games Week semaine prochaine. Très bien, cette semaine donc. Oui, pardon. Voilà. Stand A022 dans le hall 2-2. Très bien. Et toi, Pentaro ? Dans le journal du hardware dès lundi sur la JVTV et sur ES1 TV dans le magazine Config. Très bien. Guillaume ? Sur mon Twitter, Sonal et Matine. Et au Kawaii Café. Et au Kawaii Café pour faire des petits blind tests, ça pourrait être cool. Très bien, Game of Gaiden, tous les premiers lundis du mois, présenté par Jeux2, n'oubliez pas. Grégoire, Florent, on vous retrouve en plateau très vite, j'ai envie de dire. La semaine prochaine. On remercie Charlie à la production, Sébastien également, PJ et Léo à la réalisation. On remercie Elisa, notre CM, et merci à toute l'équipe qui se donne chaque semaine. C'est une super dynamique, et merci à tous les auditeurs qui reviennent sur le chat toutes les semaines. C'est génial. Hashtag HPL sur Twitter, @hyperlink_RVL sur Facebook, Twitter, Instagram, et on n'oublie pas le Discord évidemment, on mettra le lien après le direct, n'hésitez pas à nous y rejoindre, on fait des blind tests, on fait des visionnages collectifs, on s'éclate bien. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, on se dit à la semaine prochaine, on va parler Open World avec, j'ai envie de dire, 2 gros invités du YouTube Game. Voilà. Ça tombe bien, nous aussi dans le différent, on va parler Open World, on va parler Fortnite. Ah écoutez, double programmation, à la semaine prochaine. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.